Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode très spécial, puisque c'est l'ultime épisode, entre parenthèses, de Média Sorare. Et qui dit épisode spécial dit format aussi spécial, où je serai derrière le micro en tant que manager interviewé. Et ça sera David, avec qui j'ai commencé l'aventure Média Sorare, qui sera l'intervieweur. Bonjour à tous, je suis ravi de prendre la place de Mehdi pour cet épisode très spécial, où c'est lui qui sera l'invité. Alors, même si au cours de ces 45 premiers épisodes, vous avez appris à le connaître, il y a forcément des choses que vous ne savez pas. Je suis David de Média Sorare. Alors cet épisode, c'est donc l'occasion de revenir en détail sur son vécu de manager, mais aussi son aventure, enfin notre aventure commune avec Média Sorare, notamment le podcast. Et on terminera en fin d'épisode avec vos questions comme d'habitude. Alors Mehdi, est-ce que t'es prêt ? Ça fait quoi d'être dans la peau de celui qui va être cuisiné pendant 2 heures ? Bah écoute, ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre, surtout que voilà, on dit que c'est la dernière. Et toi, ça te fait quoi d'interviewer ? Eh ben c'est une première pour moi aussi, parce que j'ai déjà fait des interviews pour d'autres sujets, mais là c'est vraiment une première d'être dans la peau de l'intervieweur. Bah écoute, je te souhaite un bon courage. Je suis certain que ça va bien se passer. Mets-toi à l'aise. En fait, je te dis ça, mais c'est pour me faire du bien, tu vois, parce que moi je dois changer de disque dur et ça va pas être facile. T'en fais pas, ça va bien se passer comme on dit. Et puis de toute façon, c'est des discussions qu'on a eues déjà ensemble pendant des heures, donc normalement on va passer un bon moment tous ensemble. Alors c'est l'objectif. Exactement. Si t'es prêt, on commence tout de suite. Alors, Yallah, vas-y. On va commencer par ta présentation, même si les gens te connaissent déjà. Dis-nous un peu qui es-tu, dis-nous en plus sur toi, c'est la question traditionnelle. Bah écoute, mon prénom tout le monde le connaît, j'ai 46 ans, donc je m'approche petit à petit de la 5e décennie, donc ça va faire bizarre. Bon, dans ma tête, tu pourras demander à ma femme, mes enfants, je suis toujours un grand gamin et franchement, je m'aime très bien comme ça. C'est cool. Je sens surtout l'âge au niveau des articulations. Sinon, voilà, comme j'ai dit, je suis marié, j'ai 3 enfants qui ont un garçon de 20 ans, une fille de 17 ans et un dernier de 12 ans. Un dernier, mais qui est déjà très très grand, qui a déjà dépassé 2 autres membres de la famille. Et sinon, je suis très papa poule. Et au niveau pro, je suis un peu à touche à tout, autodidacte. Donc j'ai pas de diplôme à part qu'on appelle chez vous. C'est quoi une fois qu'on a le bac, le lycée, le collège. Donc après le bac, c'est la fac. La fac. Ouais, moi voilà. Moi je me suis arrêté au bac, tu vois. Et donc très très touche à tout. Je suis expert dans le secteur des maisons de vie et de soins, qui sont plus connues en France sous le nom d'EHPAD. Donc j'ai été très tôt directeur, j'ai eu ma propre maison de vie et de soins, j'ai construit la mienne, ça remonte il y a 10 ans, j'ai revendu, puis je suis rentré dans un groupe, parce que j'avais besoin de prendre du recul, les années de construction, etc., ça a été une excellente expérience professionnelle, mais ça m'a bouffé pas mal d'énergie, beaucoup même d'énergie, et puis ensuite, j'étais directeur, je suis devenu ensuite directeur régional. Pendant la période Covid, j'étais directeur opérationnel, donc CEO ad intérim du groupe, et puis c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire aussi autre chose, mais sinon, voilà, j'ai touché un peu à tout, j'ai quitté un moment ce milieu pour aller dans l'email marketing et tout, mais je suis toujours retourné à ces premiers amours où, l'humain est au centre de tout, et pour moi, c'est une valeur très, très, très importante, et c'est ce qui me motive à aller bosser tous les jours. On voit bien ça, ouais. Et donc, si je résume bien, t'es très jeune dans ta tête, mais tu travailles avec des EHPAD. Voilà, et dans un EHPAD, et ma place est déjà quasiment semi-réservée. Quand je prends trop la tête à ma femme, me dit tu peux y rester, là, c'est bon. Mais à côté de ça, grosse passion, j'aime bien me lancer dans des projets un peu fous, nouveaux. En fait, tout ce qui est nouveau m'attire. Donc j'ai aussi lancé un club de basket. Là, j'ai pris un peu de retrait, mais j'ai fondé un club de basket qui aujourd'hui en Belgique est vraiment devenu un club vraiment renommé dans la formation. On est parti de rien et c'est vraiment des projets comme ça qui me bottent. Je fais aussi du recrutement et voilà, surtout de l'humain et de la gestion de crise. J'adore aussi aller dans des entreprises où ça se passe pas bien, il y a pas des bonnes ambiances, où il faut apporter du management humain, voilà, tout ce
qui touche à l'humain, ça m'intéresse fort et j'aime bien m'y impliquer à 200%. Et aussi, tu passes beaucoup de temps dans ton jardin apparemment. Ouais, ça fait partie d'une de mes passions. C'est la raison. À la base, je suis un citadin et c'est une des raisons pour laquelle on a déménagé 30 km de Bruxelles à la campagne, parce que je rêvais d'avoir un potager et un verger. J'adore bien manger. Je suis vraiment un épicurien dans l'âme et donc voilà. Ouais, j'aime bien avoir les mains dans la terre et surtout cuisiner ce que je fais pousser. Et juste une petite question, où est-ce que tu trouves tout ce temps là, parce que entre Sorare, le potager, le sport, la gestion du club de basket, puis ton activité professionnelle, une journée c'est que 24 heures. Bah écoute, ouais, on me le dit assez souvent. Je suis, je pense, rapide dans ce que je fais. Dans l'exécution, je suis vraiment rapide. Je suis quelqu'un de vraiment très rapide. Mais au-delà de ça, je suis souvent quasiment stade de rupture. Assez régulièrement, je dis bon là maintenant je dois me calmer parce que là je suis parti encore dans plein de trucs. Là aujourd'hui, récemment j'ai dû terminer comme avec le club de basket. J'ai dit bon maintenant je dois vraiment me décider à mettre ça un peu sur le côté, me concentrer sur d'autres choses. Voilà, j'essaye de jongler avec ce temps. C'est un gros challenge. Je lisais pas mal de trucs, comment gérer son temps avec toutes des stratégies et les pomodoro et le je ne sais pas quoi. Donc ouais, à un moment je me suis concentré là-dessus et puis finalement je laisse mon instinct un peu me guider et j'essaye de garder un juste équilibre parmi tout, et j'ai un peu plus facile aujourd'hui à dire non, alors qu'il y a des années je disais ouais Mehdi tu peux faire ça, oui j'en ai besoin d'aide, oui toujours là, être prêt à aider. Aujourd'hui de temps en temps il y a le non qui sort et ça me permet de m'en sortir. C'est super important de savoir dire non. Moi je le vois de plus en plus, mais ouais c'est vrai que si tu dis oui à tout, tu penses plus à toi et ce qui te passionne vraiment, et forcément tu manques de temps pour tout, et c'est là que tu commences à devenir désorganisé. Ouais, tout à fait. Moi, je suis un peu désorganisé. Je suis organisé dans ma désorganisation parce qu'en fait, j'ai tellement de centres d'intérêt. J'aime bien, toucher un tout. Mais j'essaye aujourd'hui d'un peu plus canaliser les choses. J'avoue aussi que ma femme m'y aide grandement. Parce qu'autant, moi, je pars dans tous les sens. Elle est fort terre à terre. Et ça me permet, justement, c'est un peu mon pilier auquel je m'accroche et qui me permet d'avancer comme il faut. Un bel équilibre. Ouais, voilà. C'est grâce à elle, vraiment. Sans elle, je sais pas ce que je ferais. Et merci pour cette présentation. On va venir doucement à ce qui fait que on a commencé cette aventure Média Sorare ensemble. Donc avant de parler de Média Sorare, on va surtout parler de Sorare. Comment t'as démarré dans Sorare. Donc je vais te poser la question tout simplement, comment t'as connu Sorare. Explique-nous tout, dis-nous un peu la genèse de ton aventure sur ce jeu qui nous passionne. Écoute, je pense s'il n'y avait pas eu le Covid, je crois que j'aurais jamais connu Sorare. Donc je m'explique. Donc merci pendant Covid. L'année 2000, ouais. J'ai véritablement vécu un enfer pendant la période Covid, parce que, comme j'avais dit juste avant, j'étais responsable à ce moment-là d'une quarantaine d'EHPAD, avec des feux qui flambaient dans tous les sens. Une des premières maisons de vie et de soins touchées à Bruxelles, c'était la mienne. Et donc forcément, moi qui avais voulu créer l'EHPAD 3.0 pour parler de décentralisation, pour faire un clin d'œil à ça, c'était je voulais vraiment que ça soit un endroit formidable où toutes les personnes sont considérées, qu'il y a un plan de soins personnalisé, et je suis tombé là-dedans. J'ai eu 24 décès en un mois, donc c'était une véritable horreur. C'était gestion de crise. J'ai vécu des moments très très compliqués humainement, par rapport à ce que j'ai vu. Des familles en détresse, du personnel en détresse, des tentatives de suicide du personnel qui étaient mis au banc par certains membres de la famille. Devoir, maintenant je peux le dire, je m'en fous, devoir aussi aller contre les règles, parce que quand t'avais des décès, c'était interdit que des familles viennent voir leurs défunts. C'était directement les pompes funèbres mis dans un sac, une boîte, et moi je pouvais pas accepter ça. Donc je préparais du matériel pour les familles pour qu'ils puissent au moins voir leurs membres de famille qui étaient décédés, et parfois même avant qu'ils décèdent. Voilà, et donc j'ai tenu bon comme je pouvais à soutenir tout le monde, et puis finalement j'ai eu des désaccords de vision avec le CIO qui était aussi propriétaire du groupe, et c'était pas coté en bourse, mais voilà, c'était quelqu'un de très brillant niveau business, donc il a pu partir de rien et créer, j'ai dit, un petit empire. Mais j'avais vraiment des différenciations, des grosses différences de vision, et donc j'ai quitté, je crois que c'était en novembre 2020. Puis mon plus vieil ami d'enfance qui m'a initié à la crypto en 2017 m'a parlé d'abord de NBA Top Shot. Ouais. Et il me dit, regarde, Mehdi, parce que lui comme moi,
on était des fous de collectionneurs de cartes physiques NBA. J'en ai souvent parlé sur les podcasts, et c'était avec lui que je faisais tous ces délires-là. Donc on allait aux bourses, on allait acheter, on commandait aux États-Unis. Quand je lisais je m'abonnais à USA Today, on lisait à deux. Il était à fond dans la NBA. En fait, c'est comme ça qu'on est devenus potes. À l'école, on avait 14 ans. Il était fan de NBA, j'étais fan de NBA. La NBA était pas encore à la mode à ce moment-là, et c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, clairement, ça m'a rappelé des beaux souvenirs. J'ai commencé à acheter des packs d'NBA Top Shot. Je découvrais les cartes. C'était la hype des NFT. Enfin, le début, le tout début de la hype des NFT. Donc, les prix ont commencé à s'envoler. Et puis, je surveillais parce que NBA Top Shot, ils avaient une stratégie où ils cherchaient vraiment la rentabilité le plus rapidement possible. Donc, ils ont commencé les raretés qui étaient limitées à 1000. Ils ont commencé à faire 5000, 10 000, 20 000, 30 000. Et là, je me suis dit, ça va à sentir mauvais. Ça commençait vraiment à sentir très mauvais. Donc, je vendais pas mal. Et puis, à côté de ça... Tu les as toujours, tes cartes physiques? Non. Non. T'as tout vendu? Je les ai toutes vendues aux alentours quand ça commençait à se cracher la gueule. Non, si j'ai bonne mémoire. Mes cartes physiques. Ah oui, ouais. Oui. Il y en a encore beaucoup que j'ai. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas le temps d'en mettre encore beaucoup d'en mettre en vente parce que je voudrais quand même m'en séparer de beaucoup. Mais, c'est encore de la valeur? Ouais. J'ai quelques belles cartes. Ouais, j'ai des cartes de Jordan avec le maillot de Jersey, donc il a porté en match, ce qu'on appelle des patchs. J'ai ça avec de Kobe Bryant aussi. Après, t'as tellement de collections différentes que t'as des collections avec signature qui peuvent valoir 30, 40 000 $. Moi, mes plus belles cartes, elles tournent aux alentours de 500 à 500 $, 1000 $, un truc comme ça, gros maximum. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans la crypto différemment. Et puis mon pote, un mois plus tard, il me parle d'un article, je pense que ça parlait d'une vente record d'une carte de Ronaldo, c'était pas encore le plus grand record. Ouais, mais c'était pas encore celle-là, c'était avant. Je me demande si c'était pas Mbappé, un truc comme ça, super rare. Honnêtement, je m'en rappelle plus. Et puis j'ai dit, waouh, génial, il y a ça aussi sur le foot. Et donc je me suis inscrit le 30 novembre 2020. Ouais, et j'ai fait les deux pendant un petit temps. C'était la Ronaldo unique rendue plus de 400 000 $. En novembre novembre 2021, ça. Donc toi, c'était un an avant. Ouais, moi c'était vraiment un avant. Mais il y avait aussi un article qui m'avait montré cet article-là. Et donc si j'avais pas eu le Covid, où là je bossais honnêtement, à cette période-là, je bossais 15 à 16 heures tous les jours, même week-end compris. Et donc j'avais pas le temps pour faire autre chose, parce que à côté de ça, je voulais quand même voir ma femme et mes enfants. Et donc voilà, je me suis lancé comme ça dans Sorare et NBA Top Shot. Et donc pour la petite histoire, pour finir NBA Top Shot, j'ai vendu, je crois en février-mars 2021, au bon moment. Et ça, j'ai réinvesti dans Sorare. Il y avait pour plus ou moins, je crois, des 10 000 €, un truc comme ça. Okay. J'avais acheté pour 500 € de paquets plus ou moins sur NBA Top Shot. Donc j'ai fait une belle plus-value. J'ai pas vendu au plus haut, parce qu'au plus haut, je crois que j'étais à 20 000, mais bon, je me dis c'est quand même un beau coup. C'est toujours dur de prendre la décision au bon moment, mais ouais, c'est déjà une belle rentabilité. Et donc tu t'es inscrit, si je vois Sorare Data, le 30 décembre 2020 sur Sorare. Ouais, exactement. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai observé, et la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter des jeunes joueurs. Je me rappelle un des premiers mon tout premier joueur que j'ai acheté, c'était Malang Sarr, qui est toujours disparu des radars. Je sais pas, il a été transféré pas mal de fois. Je sais pas non plus. À ce moment-là, il était à Chelsea, je pense, jeune prodige. Et la deuxième carte, je crois que c'était Verskaren qui s'était fait les croisés une première fois. Et puis, je me suis dit, je vais acheter des jeunes joueurs ou des joueurs blessés, et puis je les revendrai un peu plus tard. Ça, c'est comment ce que j'ai abordé le jeu au tout début. Donc, direct, en fait, une stratégie un peu pour faire un peu de rentabilité, acheter des jeunes ou des blessés, c'est dans l'espoir justement qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils aient plus de valeur. Et pareil pour les blessés, dans l'espoir que tu les achètes moins cher quand ils sont blessés, et quand ils seront rétablis, les acheter plus cher. Donc tu avais déjà cette vision un peu investissement. Ouais, tout à fait. C'était du buy and hold. Un peu comme je faisais avec mes cartes physiques NBA, où j'achetais des cartes en se disant je mise, tiens, je vois du potentiel dans ce joueur-là. Par exemple, LeBron James, j'ai acheté quelques cartes quand il était rookie. Malheureusement pas les cartes les plus chères, parce qu'il y avait quand même une grosse hype déjà à l'époque sur lui. Mais j'ai des belles cartes aujourd'hui que j'avais achetées à l'époque pas cher, et qui ont fait x10 aujourd'hui. Mais j'ai aussi fait des flops également, mais c'était dans la même optique, acheter des joueurs, les garder pendant un petit temps et voir comment ça évolue. Donc à ce moment-là, j'ai pas gardé très longtemps. T'étais limite pas au courant du SO5. Si, je savais qu'il y avait ça, mais je me disais que les prix étaient à... Ouais, je sais pas, je me voyais pas tout de suite là-dedans. Okay. Après, ça a vite évolué. Justement,
parce que j'aime bien la compétition. Ça m'a rappelé un peu mes années quand j'étais jeune de football manager. Bon, vous avez pas connu ça, vous les plus jeunes, mais j'avais un vieux PC et j'avais un jeu de football manager où t'avais pas d'image, t'avais juste une jauge qui bougeait de gauche à droite. Ouais, c'est vrai que toi t'es quasiment quarantenaire, donc ça va. Ouais, 37. Mais bon voilà, et j'ai toujours aimé ce genre de jeu. Pour les puristes, Championship Manager 2001-2002 avec la barre qui clignotait avec Maxime Tsigalko. Je sais pas si ça doit parler à certains. Ouais, moi ça me dit pas, mais moi c'était encore plus vieux, donc moi je devais avoir 15-16 ans, donc on parle de 92-93. Ah oui, ok. Et voilà, et il y avait rien, il y avait des noms mais bon, ça m'a rappelé ces moments-là, et je jouais aussi quand j'étais au début d'internet, donc quand je parle du modem 56K que beaucoup ont connu mais beaucoup n'ont pas connu non plus, et il y avait le jeu d'ailleurs qui existe toujours, Yahoo Fantasy NBA, et donc je jouais beaucoup Fantasy NBA, un peu de fantasy football avec le jeu là sur PC dont je te parle, et puis voilà, ça m'a rappelé ça, et donc je me suis dit bon maintenant c'est bien, je voudrais quand même créer une équipe, donc j'ai commencé à acheter quelques joueurs, et je crois que j'ai commencé ma Game Week, la première Game Week que j'ai faite, si j'ai bonne mémoire, enfin j'ai un peu regardé, c'est la Game Week 138. Ouais. J'ai gagné ma première reward à la Game Week 139. Choi Ulsun, qui ne joue plus, je pense, un Coréen, et à la Game Week 143, donc la 5e Game Week que je participe, je gagne la All-Star rare et je gagne Kimmich. Et là, ça a été la grande bascule. Ça a été du changement du tout au tout. Ah bah, je pense que vous êtes pas beaucoup à avoir gagné une compétition au bout de 5 Game Week. Tu dois faire partie des rares, et c'est sûr que gagner Kimmich, ça change une vie de manager, surtout à cette époque-là. Ouais, tout à fait. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à acheter des joueurs. Je me dis tiens, je vois qu'il y a vraiment une opportunité au niveau jeu, mais aussi investissement, parce qu'à partir du moment où je décide de mettre un peu plus que 50-60 euros pour acheter ce qui était plus ou moins les prix de Malangsar, Voskaren, etc. Je me rappelle que cette équipe-là, j'avais Paul Lopez qui joue à la Roma, donc j'avais un super stack Paul Lopez, Mancini. J'avais Mekele en extra, j'avais Coquet de l'Atlético Madrid en milieu, et j'avais Mehdi, mon cher Mehdi Taremi, le fameux. Comme attaquant. Et honnêtement, je l'ai vraiment acheté parce qu'il s'appelait Mehdi. Hein. Franchement, comme moi je dis, au moins j'ai un mec dans ma galerie qui s'appelle Mehdi. En plus, il est pas si mauvais que ça. Et voilà. Et après, c'était vraiment l'effet snowball. Et c'est vraiment après avoir gagné cette Game Week que là, j'ai décidé de mettre des fonds beaucoup plus de fonds. En tout cas, plus que je ne l'espérais, je ne l'envisageais dans le jeu pour focus SO5 et uniquement SO5. Ok, donc là on est début 2021, c'est ça? Et donc tu décides... Février, on était... Ouais. Tu décides d'investir plus dans Sorare. Au total, t'as mis combien? Quel est le montant de ton investissement sur Sorare? En tout pour tout, mais après j'ai lissé. Ouais. C'est vrai que j'ai quand même pas mal investi au tout début, et puis après j'ai attendu, et puis c'était au fur et à mesure de l'avancement, des manquements que je trouvais, des trucs comme ça. Mais c'était en tout, je peux dire en tout et pour tout 50 000 euros, 50K, qui est quand même qui n'est pas négligeable. Ouais. Que t'as bien amorti par la suite, parce que ça t'a permis d'intensifier, déjà d'acheter plus de cartes, de jouer plus de compétitions. Tu jouais combien de compétitions en moyenne? Je me rappelle au pic, tu prenais pas mal de temps pour faire tes équipes. C'était quoi ta stratégie quand t'étais full SO5? Ça remonte à longtemps quand même. Là, ça va faire quasiment 3 ans. Je sais que j'aimais bien la Champion, j'aimais bien la U23, j'aimais bien évidemment la All-Star, puisque c'est par là que j'ai commencé, parce que j'avais qu'une équipe que j'alignais. Je me rappelle aussi que j'avais pas mal acheté des Asia, mais je les ai pas gardés longtemps. Je crois sur les podcasts avec Guestar, Piccolo, même Will Smith, qui sont pro, et Deglingo évidemment, qui était le premier qui abordait l'Asia. J'avais expliqué que je m'en étais vite défait parce que voilà, j'accrochais pas, et puis j'avais un peu trop de DNP à mon goût, et je me dis on va rechanger. Donc j'ai changé pas mal de fois de stratégie avant j'essaie plein de choses en fait, et c'est pas mal comme ça que je fonctionne en fait dans la vie. J'essaye, et puis je vois ce qui marche pas, et puis voilà, je me remets souvent en question, et puis on ajuste au fur et à mesure des résultats, de l'expérience qu'on glane. Donc ouais, et puis j'ai pendant longtemps aussi eu que des rares, et c'est avec une discussion à l'époque avec TT17
Smith, qui était mon premier invité. Thomas, ouais. Thomas, qui m'a dit, ouais, mais t'as plein de rares, mais t'as pas de SR. Et moi, j'étais très frileux de rentrer là-dedans. Je dis parce que pour moi, c'était inenvisageable. En plus, les prix étaient fort élevés. Mais petit à petit, voilà, c'est là que j'ai commencé à connaître aussi Pavel. Je me rappelle les toutes premières cartes SR que j'ai échangées. Et j'ai échangé toutes mes Asias d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai eu mes premières SR. Et j'avais pris Wendell SR, qui était quand même un très bon choix par la suite. En tout cas, qui s'était avéré un très bon choix par la suite. J'avais Palacios, que je kiffais, Ezequiel Palacios, du Bayer Leverkusen, que je kiffais déjà beaucoup à l'époque et je le kiffe toujours autant aujourd'hui. Et voilà, je crois que c'était les deux premiers joueurs que j'avais pris en SR. Et on était surtout dans une période aussi où les choix, on va dire, ils étaient moins difficiles qu'aujourd'hui parce que on était dans un marché où tout montait. Hein. C'était à ce moment-là, il y avait eu la première levée de fonds qui était déjà grosse, et puis il y a l'énorme levée de fonds qui arrive quelques mois plus tard, en septembre, je crois, août-septembre 2021. Et puis là, c'est sûr que les prix montaient continuellement, donc tout le monde était un peu dans ce bateau-là, et c'était difficile de faire des mauvais choix. Ouais, et surtout que t'avais moins de compétition aussi. Maintenant, c'est vrai que des mauvais choix, ouais, parce que la valeur de ta galerie, elle montait de manière automatique, organique. Ouais, même sans être bon à SO5. Voilà, sans être bon à SO5, mais moi, clairement, mon objectif, c'était vraiment d'être compétitif à chaque game week avec mes moyens. Donc je passais beaucoup de temps. J'avais du temps à perdre parce que je bossais pas. Ouais. Et que j'avais vraiment décidé à ce moment-là de prendre une pause dans ma vie professionnelle et de m'occuper de moi un peu et de mes proches. Et je passais énormément de temps dans l'écosystème Sorare. Je me suis remis à regarder des matchs, à m'intéresser à des championnats. Je commençais à éplucher Transfermarkt, tout plein d'autres sites aussi qui parlaient de foot. En fait, je me suis revu un peu dans mon rôle quand j'étais très actif comme président de club de basket, à regarder, à scouter des jeunes, et j'ai vraiment adoré ça, de me replonger en fait dans ce monde-là. C'était un peu une deuxième jeunesse. T'as même revécu tout ce que tu faisais avec ton vieil ami sur tes cartes quand t'étais plus petit. Après, l'époque a changé, donc forcément, il y a plus de. J'imagine qu'avant il y avait pas Internet, donc c'était d'autres sources d'informations. Mais là, c'est un peu cette passion en nouvelle génération. Ouais, c'est vraiment ça. Donc il y avait Exit, la télé et les journaux. Maintenant, c'était tous Internet. Les sites et c'est évidemment, ça facilite beaucoup les choses. Et puis je me suis rappelé aussi quand j'étais très jeune, mais là je parle avant 12 ans, ça m'arrivait régulièrement de préférer regarder un match de foot qu'une série ou un dessin animé. Vraiment régulièrement, je pouvais bouffer des heures et des heures de foot, et d'ailleurs c'est comme ça aussi, parce que j'ai toujours été très intéressé par les différentes cultures, différentes langues. C'est une de mes passions aussi, le voyage et m'ouvrir aux autres, et c'est comme ça que j'ai appris en fait à comprendre pas mal de langues en regardant des matchs de foot à la télé, en allemand, en italien, en portugais, en espagnol, et donc c'était vraiment sympa de me remettre dedans. T'as ça dans le sang. Et tu m'avais raconté une fois quand on parlait en privé, t'avais pas aussi une passion pour le journalisme? Tu découpais pas des articles dans les magazines? Ça me dit un truc quand tu me racontes ça, il y a cette anecdote qui remonte, non? Ouais, non, je découpais pas des trucs. Par contre, ce que je faisais, et ça faisait beaucoup rire mes frères et sœurs à l'époque, c'est que je coupais le son de la télé, et c'est moi qui commentais, mais en racontant des conneries et en m'extasiant. Il y a un de mes, justement, mon vieil ami il m'avait parlé. Comment il s'appelle? J'oublie le nom maintenant. Le fameux journaliste sur l'équipe TV qui pète complètement un plomb en commentant des matchs. C'est Ryu. Non, un autre. Les matchs en direct où tu vois pas l'image là. C'est Johan Ryu. Ah oui, voilà, ouais. C'est pas Ryu, c'est Riolo. Je pensais que t'avais dit. Non, voilà, Ryu. Voilà. Et il m'a dit, regarde Mehdi, je suis tombé sur un mec encore plus tapé que toi. Parce que honnêtement, dans les matchs, je suis comme ça. Je suis comme un timbré. Je commente et je m'enflamme à fond. Et donc il y avait ce côté sportif. Je me dis quand j'étais plus jeune, je dis tiens, je ferais bien ça. En plus, ça me permet de voyager, ça me permet de rencontrer, ça me permet d'être sur le terrain, d'être dans le vif du sujet. Donc mais c'est ça aussi, qui m'a poussé aussi à vouloir faire le podcast, parce que quelque part, je me suis dit c'est un petit rêve d'enfant que j'exauce à la quarantaine. mais tu sais que ça existe aujourd'hui, hein. Sur YouTube, tu tapes n'importe quel match, par exemple
je sais pas, un match de Ligue des Champions ou alors surtout les matchs très très exposés médiatiquement, mais tu tapes un match sur YouTube pendant que le match se déroule, tu trouves plein de lives ou même sur Twitch où les mecs sont comme ça en train de se filmer, il n'y a pas d'image du match, t'as juste le score qu'ils mettent en direct avec les cartons jaunes, tout ça, les noms des buteurs, et ils sont là en train de commenter à leur manière, dans leur style, et bah ça me rappelle un peu ce que tu faisais. Comme quoi les époques se répètent et avec les technologies qui s'adaptent. Voilà, mais ça je laisse ça aux jeunes là maintenant. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu ça, un extrait où c'était un mec, je pense, qui commente assez connu tous les matchs du PSG, et il s'était fait griller, je pense, en live, et ça m'a bien fait marrer, je me rappelle plus du tout, mais c'était il y a moins de 2 ans, quoi. Ouais, donc je suis au courant que ça existe. Ouais. Et donc dans ton aventure, t'as les têtes baissées, ou comment tu t'ajustais à chaque fois ta stratégie, parce que c'est vrai que toi t'as eu un peu le double levier, vu que tu performais pas mal en SO5, même très bien, et ensuite puis dans le même temps t'as les cartes qui augmentaient, donc niveau investissement c'était rentable, mais comment tu faisais pour prendre tes décisions? Tu naviguais à vue ou tu t'étais super Attends, je crois que tu regardais beaucoup sur Ardata l'évolution du nombre de managers. Comment tu faisais ta stratégie? Ah oui, par rapport à mon invest, tu parles surtout. Bah ton invest, les moves que tu devais faire, on y reviendra par la suite, parce que t'as fait un gros move il y a quelques mois. Mais comment tu faisais? Tu laissais couler ou tout était très réfléchi? Non, je suivais ça vraiment comme un investissement. Vraiment, okay. Donc j'écoutais tout, je suivais de très très près tout ce qui se disait sur tout ce que disait en fait Nicolas Julia ou Brian O'Hagan, etc. Toutes les AME, je me rappelle, sur le groupe Telegram, comme c'était souvent en anglais, sur notre groupe Telegram, on y viendra plus tard, mais je traduisais, je réagissais à chaud, et donc je suivais vraiment ça de près, tout ce qui se disait, donc c'était mon baromètre. Et à côté de ça, évidemment, comme je passais beaucoup de temps dedans, avant de faire mes line-up, j'étais sur une vingtaine de sites, parce qu'on n'avait pas tous les outils, et d'un côté je préférais avant, parce que aujourd'hui avec le scoring sur Ardata, les AA, les AAA, je voudrais avoir d'ailleurs une option pour les cacher, parce que ça t'influence. Ça m'influence, et j'aime pas ça. Mais donc je passais beaucoup de temps pour faire mes line-up. C'était en même temps important aussi, parce que comme j'étais vraiment dedans à fond, c'était important, que c'était un investissement avant d'être un jeu, même si le SO5 pour moi c'est le côté jeu, le côté compétiteur, mais c'était important de suivre évidemment la courbe et voir. Je voulais m'assurer en fait de pas tomber dans un NBA Top Shot bis. Okay. Donc ça pour moi c'était vraiment très très important. Quand tu dis tu suivais la courbe, c'est la courbe du nombre de nouveaux managers chaque jour, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. C'était vraiment ça que je regardais, moins le nombre d'impressions, mais surtout le nombre de nouveaux managers, la manière dont ils communiquaient sur les différents réseaux. Donc tout ça c'était vraiment important. Et puis ensuite, comme je te dis, j'ai eu beaucoup de stratégies différentes. Il y a un moment, mon fils me dit, tiens papa, viens. Finalement, j'ai envie, parce que moi je lui dis, t'as pas envie, mais c'est pas son truc. Mais on a quand même acheté des cartes limited. On s'était lancé en limited, et c'est à ce moment-là que les prix ont commencé vraiment à exploser. Et puis je me rappelle que j'ai vendu toutes mes limited. Il me restait un truc comme 9 Ethers, et c'était le prix de Mbappé rare. Et donc avec la vente des limited, j'ai acheté Mbappé rare juste après. Et clairement à ce moment-là, donc on était le tout haut de la courbe, c'était février 2022, et je pense avoir pris Mbappé avant le début de la saison 2023, ou pour la fin de la saison 2022-2023. L'objectif là à ce moment-là, c'était pour vraiment avoir tous les blue chips, un maximum de blue chips, parce que je me dis honnêtement, moi je voyais pas les prix continuer à monter et même se maintenir, parce que des Mbappé à 30 000 €, je me dis c'est complètement un Mbappé rare, je dis bien c'est complètement déraisonnable. Et donc ma stratégie à l'époque, c'était je veux avoir les plus gros noms, les Trent Alexander-Arnold, vraiment les Vinicius, les valeurs sûres, etc., les valeurs sûres, parce que je pensais que si jamais il y avait une baisse, ces cartes-là on souffrirait le moins, parce que c'était des gros noms et que tout le monde veut avoir des gros noms. Et puis le futur m'a montré que malheureusement c'est les premières cartes qui ont bien morflé au niveau des prix. Ouais, parce que l'écart était tellement grand entre on va dire une T3 et une T0 que forcément c'est les T0 T1 qui ont le plus souffert du moins au début. Voilà, c'est ça. Alors que l'écart en score était pas si important entre les deux. Ouais, mais je me dis il y a peut-être ce côté aussi collection qui est là, et à ce moment-là je jouais pas l'Américain
l'America, je jouais pas l'Asia, je jouais pas la D2. Et d'ailleurs, ça me frustrait parfois. Je me dis, mais merde, comment est-ce qu'ils arrivent avec des joueurs D2 à faire des trucs comme ça et parfois, ça m'arrivait de râler, je dois être honnête, vraiment. Parce que quand t'as ça, tu te mets une certaine pression aussi, tu vois. Ça t'oblige quelque part à performer, tu vois. Ah ouais. Et sinon, c'est la honte, hein. Ben sinon c'est la honte, sinon c'est dit je rentabilise pas le temps que je passe et l'argent que j'ai mis dedans, quoi. Ouais. Et donc beaucoup de t'as combien de victoires là en SO5? Je crois que t'en avais une dizaine, c'est ça? Ouais, c'est pas énorme, j'ai fait beaucoup de poulies d'or et non, franchement c'est vraiment très très bien. Ouais, et par contre, j'ai plus de victoires paradoxalement alors que c'est mission impossible sur Sorare Mega. Ah ouais. Ouais, j'en ai 13 ou 14 sur Sorare Mega, ce qui est complètement c'est illogique mais c'est pas grave. C'est beau 13. Et en parlant de 13, il y a ce fameux 13 février 2023 où il y a un peu l'effet d'une bombe sur Twitter parce que je crois que c'est Ashoka qui met un tweet avec une capture d'écran de ta galerie à 0. T'avais tout vendu dans la nuit ou au petit matin. Ouais, tout à fait. Je viens de regarder si bravo pour ta transition du 13. J'ai quand même vérifié si c'était pas un vendredi 13, mais non, c'était un lundi. Ouais, écoute, Ashoka, il écoutera certainement cet épisode, qui poste vers 9h30 la bombe. Mehdi a quitté, c'est pas possible, et ça venait juste après la décision de Joe, mon ami Joe Bettman, de vendre, et également de Vose, qui était aussi occupé à vendre. Et là, je me suis dit, mais merde, quand je les ai vus vendre, j'ai dit merde, je leur prends la tête là, parce qu'on discutait pas mal en dehors. Je leur prends la tête en leur disant que j'ai envie de vendre parce qu'il y a tout qui va se cracher et tout qui est en train de se cracher, et ce n'est que le début. Et puis finalement, je suis celui qui n'a pas dégainé. Donc voilà, Après, je l'ai dit pas mal de fois sur le podcast. La réflexion vraiment de tout vendre, elle a commencé en mai 2022. Vraiment, c'est vraiment à ce moment-là, mai-juin 2022. Quasiment un an avant. Ouais, c'est vraiment là, je me dis, on avait atteint le pic en février. Puis à ce moment-là, Sorare signait, mais toutes les semaines, j'exagère, mais des nouvelles licences. Très fréquemment, des nouvelles licences, des nouveaux clubs, des nouvelles ligues. Et je me dis, mais comment ça va terminer ce truc-là? Parce que c'est génial, les fans de tous ces clubs-là, mais personnellement, vu que les prix étaient fort élevés, je dis, je vois pas comment ces fans de ces clubs-là pourraient justement aller maintenant sur Sorare et dépenser des 5-10 000 euros. Pour moi, c'était pas possible. Même si c'était la hype de la crypto, des NFT, parce que ça reste encore un produit de niche, parce que la crypto n'est pas encore mainstream, parce qu'il y a toutes ces barrières-là qui sont des barrières mentales qui sont encore présentes. Ça évoluera avec le temps, mais à ce moment-là, clairement, et même aujourd'hui, on n'est pas encore clairement dans l'adoption de masse. Et pour moi, ça pouvait que baisser. Et quand tu voyais à l'époque un Mbappé à 20-30 000 euros, un Kimmich à 15 000 euros, je me dis, c'est pas possible que ça continue comme ça. Et donc j'en parlais beaucoup autour de moi avec Joe, j'en avais parlé sur le podcast. Mais à ce moment-là, j'étais le seul con justement à être dans ce mood-là. Et finalement, j'avais pas envie d'être le seul de quitter. Et franchement, en fait, il y avait une accumulation des licences. Alors que la courbe des nouveaux utilisateurs, elle stagnait un peu. Alors, elle augmentait tout doucement, mais en gros, les nouvelles licences étaient signées beaucoup plus rapidement que l'acquisition utilisateur se faisait. Et le nombre de cartes imprimées par année n'avait pas diminué. Ça veut dire, il y avait toujours autant de cartes imprimées par joueur et par club, parmi les licences qui étaient signées, mais on multipliait ça par le nombre de licences signées. Ouais, exactement. Et surtout qu'à l'époque, il y avait aussi les limited. Donc tout le monde n'était pas focus sur l'entrée de gamme, qui étaient les rares. Non, l'entrée de gamme était les limited. Donc tu avais aussi une dilution encore plus prononcée parce qu'il y avait une nouvelle rareté dessus, dont le prix était aussi élevé. Donc forcément, ça a effet domino. Donc la courbe, comme tu dis, elle augmentait, mais à un rythme moins élevé qu'avant. Et en plus, la plupart de ces managers-là rentraient dans les limited et ne rentraient pas dans les rares. Ouais, complètement. Et donc, ce qui explique qu'il y a beaucoup
beaucoup de gens qui ont été dégoûtés par la suite. Enfin, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais donc voilà, au niveau historique, ce qui s'est passé, honnêtement, j'étais intimement convaincu, et s'il y avait pas le podcast, par exemple, si je travaillais tout seul de mon côté, il ne fait aucun doute que j'aurais tout vendu à cette période-là. Mais le truc, c'est que la communauté, tu le sais très bien, tout le monde le sait, tous ceux qui sont là depuis déjà pas mal de temps, voilà, on s'y attache, on aime les discussions qu'on a, on aime parler du jeu, on aime échanger des heures avec des vocaux, avec tel et tel manager, et forcément, c'est ce qui te retient, parce que je dis, mais moi, j'ai pas envie de sortir de cette ambiance-là, malgré l'investissement et malgré la valeur à l'époque. À l'époque, ma galerie, elle valait 250K, qui est énorme. Et surtout, ce manque un peu que tu aurais eu de plus regarder les matchs avec une ou plusieurs line-up en cours. Je me rappelle, c'était une des raisons aussi. Ouais, il y avait ça aussi, clairement. C'est vibrer devant les matchs, mais je pense que honnêtement, l'aspect, c'est pas communautaire, c'est l'aspect affectif a vraiment fait la différence. Le fait d'avoir et d'apprécier, d'échanger régulièrement avec certaines personnes. C'est pourquoi donc t'es resté, et donc bon, d'un coup t'as tout vendu. Je crois que c'était Super Ousmane, c'est ça? Ouais, tout d'un coup. Mais dès le lendemain, t'es reparti, sur une nouvelle strat. Quand on voit ton historique sur Ardata, faux départ. C'est faux départ inversé. Vente le 13 février et dès le 14, achat de nouvelles cartes sur une nouvelle stratégie, fini les blue chips. Raconte-nous un peu pourquoi t'es reparti. En fait, la raison pour laquelle j'ai tout vendu en une fois, c'est parce qu'il y avait Joe qui était occupé à vendre, il y avait Vos qui était occupé à vendre, et donc je me dis avoir un troisième encore manager avec une galerie assez conséquente, même si j'avais pas la taille de galerie de Joe ni de Vos à ce moment-là, j'ai préféré, en fait, j'ai fait mes calculs. J'ai vite fait mes calculs, ça a été vraiment très vite, et je me suis dit, ok, autant vendre tout en une fois, parce que je regardais aussi mes SR, j'avais pas des très belles SR et tout, donc l'un dans l'autre, je me dis, vu la courbe et l'accélération de la baisse à ce moment-là, je me dis, je préfère faire ce move-là, avoir une certitude. Je m'étais en fait fixé un seuil à ne pas dépasser à la baisse. Ce seuil a été atteint, j'ai vendu, j'ai voulu ce prix-là, je m'étais vraiment fixé un prix minimum, on me l'a donné, et donc là, j'ai décidé de vendre, mais comme tu dis, il y avait des line-up en cours, j'ai gagné je sais pas combien de rewards à cette dernière Game Week, 7 ou 8 peut-être, un truc comme ça, et donc en fait, j'étais directement en selle pour relancer une U23, et je me suis dit, j'ai pas envie de quitter le jeu définitivement, j'ai envie de, les joueurs voulaient pas que tu partes, ils t'ont donné des rewards pour refaire une équipe. Voilà, exactement. J'avais Amadou Onana, par exemple, que j'ai toujours dans ma galerie maintenant, et je suis reparti là, et puis franchement, l'aspect communautaire, pour moi, était vraiment important. Je me voyais pas à l'époque arrêter le podcast, je me voyais pas à l'époque quitter Sorare. Par contre, mon objectif, c'était vraiment de sécuriser la somme que j'ai pu sortir, en tout cas sécuriser une bonne partie, parce que pour moi, j'avais de cette manière-là vraiment l'esprit tranquille. Et puis finalement, j'avais dit à ce moment-là que je vais réinvestir 5 Ethers. À la fin, j'ai réinvesti quasiment 30 Ethers parce que j'aime ce côté compétition et tout, mais voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus l'esprit tranquille. Et puis, comme tu dis, je n'ai plus repris des gros joueurs. Et d'un côté, tant mieux, parce que ça m'a permis d'avoir une galerie qui a pris de la valeur malgré qu'on est toujours dans un épisode de baisse. Pourtant, ma galerie vaut, on va dire théoriquement un peu plus de 30 Ethers, donc j'y gagne un peu parce que j'ai été prendre des joueurs qui valaient pas trop cher, et ça me permettait de vibrer encore plus, et quand ça marchait bien, d'être super content, quoi. Et grâce à ça, t'as pu acheter des plus gros joueurs, parce que tu vas pas me dire que t'as des petits joueurs quand je vois que t'as du Verman SR, du Bellingham rare, du Maignan rare. Mais ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau. Alors, c'est nouveau. Explique-nous comment donc t'as construit petit à petit avec des joueurs un peu, je crois que t'as beaucoup parlé de Quintero, c'est ça? Des joueurs un peu sous les radars. Ouais. Et t'as perfectionné directement aussi. Assez rapidement. Écoute, j'ai eu le luxe extra, mais on en reviendra plus tard, de nouveau gagner. Je pensais plus que ça allait arriver, l'AS Rare. Et honnêtement, cette équipe-là, j'avais Van Aken, je me rappelle, j'avais De Sar, en attaque, j'avais Tcherny, gardien de but, j'avais le Mert Gunok, le gars
c'est quoi, c'est Beşiktaş. Beşiktaş. Et comme défenseur, le tout vieux de Eibar, Arbio. Voilà. Ça, c'était mon 5 de base. Prix d'achat 0,3 ou 0,4 Ether. Et puis, je regagne, et boum, Kimmich. Et puis, je dis, putain, merde. Comme quoi, le destin. C'est quand même incroyable. Et la Game Week d'après, avec Kimmich, boum, deuxième place en Champion Europe, où je prends Alisson, vraiment la Game Week juste après. Et donc voilà, je suis parti avec une stratégie beaucoup plus low cost, bon rapport qualité-prix. Ouais. Quintero que j'ai pris SR qui m'a permis de gagner aussi en AS Pro. Et puis là dernièrement, je retourne vers une stratégie avec quelques blue chips aussi, des joueurs qui me font vibrer et qui m'amènent un peu plus de certitude, parce que avoir une galerie qui a la valeur qu'elle a aujourd'hui quand même, aux alentours de 30 Ethers, sans avoir de gros noms et sans perfer régulièrement, c'est pas top. Donc je l'affine un peu, mais honnêtement pas plus que ça. C'est pas pour ça que demain je vais prendre Rodrigo, De Bruyne, Saka, etc. Non, je trouve les gagner c'est top, ou bien de gagner des rewards, de les vendre petit à petit, d'économiser et ensuite d'acheter ces joueurs là. Moi je suis vraiment plus dans une optique comme ça maintenant. OK. Là tu vois, t'as une stratégie quoi, à court terme, moyen terme, tu vois loin, c'est quoi ton état d'esprit en ce moment? Rester compétitif, avoir un gros pool de joueurs. Aujourd'hui je joue en Asie, je joue l'América, je joue la deuxième division, même si aujourd'hui au niveau professionnel, je suis de nouveau je veux dire pas mal occupé, donc j'essaye quand même maintenant d'un peu réduire le nombre de line-up à aligner, mais j'ai changé de stratégie la semaine passée, c'est-à-dire que mes gros SR maintenant, j'ai décidé de les mettre en AS rare et en cap 270. Ça a directement pas mal perfait puisque j'ai terminé 6ème à la dernière cap 270 SR où j'ai gagné Gourna Douat. C'est parce que ça me fait un peu plus vibrer aussi. Je me rappelle du podcast avec Torque où il expliquait qu'il avait vendu ses rares parce que ça a commencé à le lasser et qu'il allait vers les SR uniques. Moi j'irai pas dans les uniques. J'ai une seule unique de Kondogbia et là je la mets en AS rare, super rare, et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais être fort en rare et essayer des trucs en super rare, c'est plutôt ça ma stratégie, et délaisser un peu les pros à part la U23 Pro et la S Pro. Ok. Très clair. Et ça pourra. Et sinon pour le futur, vraiment le futur, je sais pas. Je suis les courbes. Même si je suis tranquille avec mon investissement, je suis quand même à l'affût de l'évolution des jeux, des annonces et quand même des prix, parce que je suis pas un flambeur non plus d'argent. T'y vas à tâtons quoi. Tu suis tout, et puis une décision qui te plaît pas, ça peut remettre en cause tout et te faire vendre. Au contraire, une décision qui te plaît, ça peut te faire réinvestir plus. T'es très très attentif à tout ça. Ouais, tout à fait. T'as bien résumé. Une fois, on va pas refaire le schéma classique de tous les épisodes où on met toutes les questions à la fin. Comme il y a pas mal de questions qui te concernaient directement sur toi et ton vécu en tant que manager, on va les poser tout de suite. Quelle est la carte que tu as le mieux rentabilisée? Ouais, c'était une question de Melo 15. Melo 15, exactement. Ouais. Clairement, depuis le début ce rare, c'est la première Kimmich que j'ai gagnée, qui a vraiment eu l'effet snowball, vraiment l'effet boule de neige. D'ailleurs, j'avais jamais vérifié avant aujourd'hui, et donc ce matin j'ai regardé, et quand même cette carte là m'a rapporté Ether plus valeur de carte tout compris pour un peu plus de 15 Ethers. Wow. Ce qui est quand même énorme. Donc ça j'étais assez choqué. Sinon, depuis mon retour, la Verman, effectivement, donc je l'ai acheté avec des trades à Powell avant le début de la saison à 2 Ethers, et là aujourd'hui elle m'a rapporté un peu plus, donc 0,5. Après il faut le diluer parce que j'aligne 5 joueurs, mais les teams dans lesquels il était, ça m'a rapporté en cash 0,5 Ethers et 3 Ethers de cartes, donc il est plus que rentabilisé. Et sinon, la carte vraiment qui m'a rapporté, je veux dire par rapport à son prix d'achat, c'est Hector Herrera. Je l'avais acheté à 0,06 Ether, donc à mon retour, et elle m'a rapporté en tout à peu près 2 Ethers. Ah ouais. Dans les teams dans lesquels elle travaille. Ouais, ça, Voilà, ça c'est en SR, c'est Verman. En rare, vraiment par rapport au prix de la carte, c'est Herrera. Ok. Et la Kimmich et la deuxième Kimmich que j'ai gagnée, elle m'a rapporté pour un peu plus d'un Ether aussi, donc il a été très efficace depuis le début.
Très bien. Il y a Tomigno qui te demande quelles ont été tes compétitions favorites dans Sorare. Je crois que tu en as un peu parlé, c'est la U23 et la Champion. Donc on va pas trop passer de temps dessus. Toshiba qui te remercie pour toutes les heures passées en voiture, écouter les podcasts, et qui te demande si tu devais composer une équipe SO5 avec tous les joueurs qui t'ont fait le plus vibrer, ce serait quoi cette équipe? Bon, gardien de but, aussi bien sur Sorare IRL, alors que j'ai mis du temps à l'avoir sur Sorare. Ouais. C'est Courtois. Voilà. Même s'il est blessé en ce moment. Voilà, lui vraiment, c'est lui qui m'a fait le plus vibrer, en tout cas à partir du moment où je l'avais. Un Belge dans l'équipe quand même. Ouais, quand même, il en faut quand même un. Et j'aurais voulu te dire Eden Hazard, mais malheureusement non. Quand Sorare était là, et voilà, c'était fini. Mais le duo défensif Lisandro Martinez, Yurin Timber, ça c'était le duo des 100 à l'Ajax, les frères centenaires. Ça, non, c'était monstrueux. C'était indécent. Les avoir les deux, c'était l'assurance d'un score à plus de 80. À un moment, c'était l'année, je crois, la saison 2021-2022, c'est ça. C'était avant qu'ils partent les deux. Avant exactement. C'est sûr que leurs scores aujourd'hui en première ligue sont pas les mêmes. Alors ça n'a plus rien à voir, mais à l'époque du grand Ajax qui a encaissé, je pense, 2 buts après une quinzaine de matchs, c'était vraiment monstrueux. Et d'ailleurs, maintenant, à la place de Courtois, j'aurais pu prendre Pasveer aussi, qui m'a vraiment bien régalé avant d'avoir Courtois. Bon, milieu de terrain, c'est facile, évidemment. On va pas le dire. Voilà, ça commence par K et ça termine par Hitch. Et l'attaquant, il termine aussi par Hitch, mais c'est Tadic. Voilà, c'était le joueur. Il l'est un peu moins aujourd'hui, même s'il reste encore performant, mais c'était le joueur ultime sur Sorare. Et j'adorais le voir jouer. Enfin, j'adore toujours le voir jouer. Je trouve tellement artiste. Donc voilà, mon 5 de base. Très, très beau 5. C'est vrai que l'Ajax de cette saison-là, c'était un peu le cheat code sur Sorare. On avait. Alors c'est vrai que peut-être le poste de milieu était un peu moins fort, mais c'est vrai qu'en défense, Lisandro Timber, en attaque Tadic, c'était incontournable pour gagner. On voyait dans les top 10 chaque game week, forcément il y avait des joueurs de l'Ajax à chaque fois. Ouais, tout à fait, la grande époque. Et aujourd'hui, ils sont au fond du trou, presque. Une petite question de Rome 1. Est-ce que aujourd'hui, avec une galerie moins forte, on va dire entre guillemets, en tout cas moins grosse qu'avant, de par toutes les évolutions du gameplay Sorare, on pourra y revenir aussi, tu prends plus ou moins ou autant de plaisir à jouer depuis ton retour par rapport à ta première période sur Sorare? Écoute, je prends toujours autant de plaisir parce que je prends toujours le temps aussi pour faire mes line-up. Il y a un mois, j'étais en vacances, j'ai cassé mon téléphone, donc je devais faire mes line-up à la va-vite en m'aidant de Sorare Data line-up builder sur le téléphone de ma femme, et ça a été mes pires 3-4 semaines depuis que je suis sur le jeu, et ça me faisait râler. Donc si ça me fait râler, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me manque, et donc c'était la preuve que j'apprécie toujours aligner, faire mes équipes et vibrer, et je pense que j'en profite aujourd'hui plus qu'avant, parce qu'avant il y avait ce côté fort investissement qui était présent, qui pouvait être grisant aussi dans le sens où une contre-perf d'un de mes joueurs dans une grosse équipe, ça me faisait râler un peu, et aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise. Je sais que j'ai pas la galerie pour perfer dans toutes les catégories, mais je perf quand même de temps en temps et assez régulièrement et à des belles places, et donc c'est plus gai maintenant qu'avant. Il y a une sorte de détachement financier qui fait que tu prends plus de plaisir aujourd'hui. Je veux pas dire détachement complètement, parce que, ça représente quand même moins de pression. Après, j'aurais pu aller en limited et prendre tous les gros noms et faire que des limited, mais c'est moins marrant. Il y a moins d'adrénaline que si j'étais uniquement en limited. Il y a ce côté challenge aussi de gagner avec des cartes moins connues. Voilà. Très bien, Mehdi. Merci pour toute la présentation de ton vécu de manager. On va ouvrir le deuxième volet. C'est long, et je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. C'est long là. En plus, c'est pas moi qui tiens le chrono, donc voilà. Je vais avoir Laurent là qui va dire mais merde, mais accélérer le truc. Je vais avoir 4 heures à dérocher. Désolé Laurent, désolé. Je regarde un peu la montre, c'est pour ça que je passe à la deuxième partie. C'est vrai que mais on peut encore en parler des heures.
et pourquoi pas refaire un épisode, mais en tout cas on va passer à l'aventure Média Sorare, parce que c'est vrai que beaucoup nous demandent comment c'est né, comment ça a vécu et quel avenir. Donc on va un peu éplucher tout ça. Je vais aussi intervenir parfois parce que on a monté ça ensemble. Mais je vais te laisser commencer par le début et expliquer à tout le monde comment ça a commencé, quelle a été la naissance de Média Sorare. En tout cas, le podcast. Écoute, ouais, c'est pour ça que je compte sur toi aussi, sur tes interventions. Mais au tout début, en fait, je m'étais inscrit peu de temps après m'être inscrit sur Sorare, sur un groupe Telegram à l'époque, où j'étais, je me rappelle, le 70e membre. Et dans ce groupe Telegram qui avait été lancé par Alex 06, qui a quitté le jeu et qui est de temps en temps encore actif sur Twitter. C'est lui qui a l'initiative. Un sacré animateur, tout à fait. J'ai toujours adoré son humour piquant mais quelqu'un de fidèle, d'engagé et tout. Et sur ce groupe Telegram se trouvaient à l'époque Nicolas Julia et Brian O'Hagan, et de temps en temps ils intervenaient. Et moi je me rappelle quand j'ai débarqué sur le jeu, je parlais investissement, ah ouais c'est chouette. Et je me rappelle que Nicolas Julia avait tagué Brian O'Hagan, tiens rentre en contact avec Mehdi, il a des questions, et donc on avait échangé un peu en MP par rapport au jeu. Voilà, ça c'est rien que le redire, ça j'ai l'impression que ça fait des années et des années, et puis finalement ça fait ça va faire 3 ans, mais c'est pas tant que ça. Ça montre aussi l'évolution du jeu en 3 ans qui a été phénoménal. Et donc on était sur ce groupe-là. Rapidement ce groupe, avec la hype des NFT, la hype de Sorare, le bull run, etc. Ce groupe a rapidement grandi, et en fait comme on était quelques privilégiés sur le jeu, Alex, c'est lui qui avait l'initiative, il dit les gars, est-ce qu'on ferait pas plaisir à des gens, on ferait des giveaways avec des concours, des devinettes, et on est parti comme ça en fait sur Twitter, et on mettait des cartes chacun de 300 €. À ce moment-là ça tombait du ciel, tu vois. Donc j'ai dit on va faire les bons samaritains, et honnêtement c'était gai de faire plaisir aux gens, ça rentrait tout à fait dans ce que j'aime faire aussi, et chacun à son tour. Et il y avait Joe qui était là aussi, et puis de fil en aiguille il y avait une super ambiance dans ce groupe, j'y étais aussi, alors un peu plus tard que toi, mais c'est vrai que c'était ultra joyeux, tout le monde s'entraidait. À chaque fin de Game Week, tout le monde prenait en imprimé écran ses rewards et les postait, ça applaudissait de partout. C'était vraiment une super ambiance. Ouais, à fond. Et puis et puis vas-y continue, parce qu'après t'es intervenu quoi. Moi c'est vrai que je suis rentré un peu plus tard que toi dans Sorare. Je suis rentré courant 2021, et moi j'ai plutôt un profil entrepreneur, et c'est vrai que moi dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, j'ai envie de faire quelque chose dessus, et donc j'ai créé le site mediasorare.com avec Fabrizio et Clément qui sont mes acolytes sur un autre site qu'on a qui s'appelle mediaprono.com. Et donc voilà, c'est une population qui est assez proche, les parieurs sportifs, en tout cas les fans de sport et les fans de Sorare, les joueurs Sorare pardon. Donc on a créé mediasorare.com avec plein d'articles. On mettait des articles, des guides pour les débutants. On faisait en sorte que une personne qui commence son aventure sur Sorare puisse être accompagnée avec les articles qu'on écrivait, les règles du jeu, tout ça. Mais il manquait quelque chose, et moi-même quand j'ai voulu démarrer mon aventure Sorare, je suis un grand fan de podcast business, podcast de tout horizon, de sport aussi, et j'ai tapé Sorare sur Spotify pour voir s'il y avait des podcasts dédiés à Sorare. Et j'ai rien trouvé, si ce n'est des podcasts plutôt crypto qui parlaient sur un épisode de Sorare. Mais il y avait rien dédié à Sorare, en tout cas niveau francophone. Je crois qu'il y en avait un en Irlande, je me rappelle plus le nom. Oui, IB. Voilà, tu l'as, exactement. D'ailleurs, j'étais intervenu dessus avec Joe Bettman. Ouais, c'est ça. Et il en fallait un en France. Et je parle de ça à Clément, donc mon acolyte de Mediaprono. Et il y a Joe aussi qui est pote avec lui et qui te connaît et qui dit tiens, Mehdi il serait intéressé, il a la voix parfaite, et donc il nous met en relation. Et c'est vrai que je crois octobre 2021 on discute, et puis on se dit lançons un podcast autour de Sorare sous le nom de Média Sorare, tout simplement. Et même pas 3 semaines plus tard, on a lancé le premier épisode en début novembre avec TT17 Thomas qui a été le premier invité. Ouais, et qui devait être l'épisode test, et puis finalement comme c'était pas trop mal, le rendu était pas trop mal, même s'il y avait une musique de fond,
etc. C'est ça. On a quand même décidé de le diffuser et puis l'aventure effectivement est partie et ça a directement matché avec toi, avec Clément, Fabrizio, le site et puis on s'est mis c'était la hype, c'était quelque chose de nouveau. Moi j'étais super motivé, je me dis c'est génial, je vais pouvoir vivre ce rêve de gosse de devenir un peu journaliste. On avait plein d'idées, c'était vraiment très très chouette. Ouais. Pour ceux qui demandent, il y en a qui nous ont demandé c'est quoi le modèle derrière Média Sorar et le podcast. Tout simplement vous connaissez sur Sorar il y a un programme d'affiliation, donc typiquement quelqu'un s'inscrit par le lien de Média Sorar et achète ses cartes. Pendant un an on a un pourcentage sur les achats de cette personne, de ce manager. Donc je vous rassure, pas de quoi vivre de cette activité, mais voilà, ça permettait, surtout à l'époque où les prix étaient en hausse, d'arrondir un peu les fins de mois. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu moins glorieux niveau affiliation, et voilà, donc ça c'était le modèle principal. Il y avait un peu de coaching à l'époque, on avait lancé une offre de coaching. Je vais te laisser en parler parce que c'est toi-même qui a lancé ça au départ sur le groupe Telegram. Ouais, écoute, ça a été un sujet très très chaud sur Twitter, enfin sur X à l'époque, sur Twitter. En fait, c'est parti de notre groupe Telegram. Comme on était vraiment dans l'échange, comme tu dis, il y avait vraiment une ambiance vraiment très camaraderie, etc. sur le groupe. Vu les performances, il y a de plus en plus de gens qui me sollicitaient en privé. Tiens, Mehdi, tu ferais ci, est-ce que tu ferais ça? Tiens, qu'est-ce que tu penses de ceci? Je donnais mon avis sur les line-up, je donnais mon avis sur des joueurs, sur des achats, sur tout plein de trucs, et de fil en aiguille. Et TT17 à l'époque, il était aussi fort comme ça, tu vois. Ouais. Et puis de fil en aiguille, il s'est passé par un manager, 2 managers, 3 managers. Il dit mais franchement les gars, avec les prix que ça vaut, franchement faites du coaching. Tout le monde est super content de vos services, faites ça. Et donc on a décidé rapidement de mettre en place une offre de coaching dédiée au groupe. Ça a fuité. Après au niveau de la forme, franchement on avait mal fait les choses, mais c'était à la base destiné à rester dans le groupe aux gens qui nous connaissaient, tu vois, et qui savaient à quel point on était quali, on va dire, dans ce qu'on disait et dans nos choix. Et c'est vrai, quand on a commencé le podcast et tout, je lui ai dit écoute, il y a vraiment une demande. Moi, il y a des gars qui m'ont contacté au moment où c'était vraiment la hype. Je me rappelle d'un gars, il m'a dit je veux mettre 500 000 euros sur le jeu. Est-ce que tu peux m'aider à construire ma galerie, etc. Et j'ai participé à des projets comme ça, mais c'est vrai que à l'époque, moi je dis toujours que c'est le cas aujourd'hui, c'est un jeu d'argent. Après, je peux comprendre que Sorar n'a jamais voulu mettre ça parce qu'au niveau légal, etc., ça les mettait dans des gros problèmes parce qu'ils ont leur siège en France. Mais clairement, dans la tête de tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été dégoûtés parce qu'ils ont mis des sommes importantes, c'était clairement une opportunité en or, comme si tu achètes des tokens ou une crypto et qui fait boom. Donc mais en plus, tu avais l'aspect jeu, sport, passion qui influençait et qui agrandissait encore cet engouement. Et donc on s'est dit, clairement le coaching, il y a des gens aujourd'hui qui veulent avoir un accompagnement, qui sont peut-être pas performants, ou bien qui veulent avoir une stratégie sur mesure. Et donc c'était important d'offrir contre évidemment paiement. Moi je me suis jamais caché, c'est vrai que j'avais des prix qui étaient assez élevés, mais clairement il y avait de la demande et il y avait des gens, des joueurs de poker, des parieurs, des investisseurs de crypto ou pas, qui mettaient des sommes conséquentes et qui avaient clairement le mindset d'investisseurs, et donc qui voulaient entre guillemets s'entourer, je vais pas me dire parmi les meilleurs, mais de gens qui ont vraiment je vais pas dire ça, c'est pour ça, mais de gens qui connaissent et qui maîtrisent bien le jeu et qui ont des résultats pour pouvoir performer et qui sont prêts à payer pour ça, et en même temps c'était vraiment des solutions sur mesure. Donc je me mettais vraiment à la place de la personne, comprendre pourquoi elle était sur le jeu, dans quoi elle se débrouillait bien, et vraiment offrir une solution sur mesure. Et pour moi, oui, ça valait effectivement. À partir du moment où on met du temps dedans et que on parle d'argent, forcément, si tu veux de la qualité, le gratuit, ça n'existe quasiment pas. Et pourtant, j'ai souvent été bénévole dans mon club de basket où j'ai passé des centaines et des centaines d'heures complètement bénévole aussi. Donc, mais là, c'est différent, tu vois. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y avait vraiment un marché, et nous on recevait des demandes quasiment toutes les semaines.
sur des constructions de galeries, sur même des appels pour voir si une stratégie était bonne ou pas, pour donner des directions. Et c'est vrai qu'on va dire que c'était plutôt à la période fin 2021, surtout le premier semestre 2022. Après, ça s'est un peu essoufflé, on a eu de moins en moins de demandes. Mais oui, c'était un vrai travail pour avoir suivi Mehdi dans des constructions de galeries. Ça prenait un certain temps. Ouais, parce qu'il faut bien faire les choses. Il faut faire les choses comme si c'était pour soi, mais avec la volonté et surtout le mindset de l'interlocuteur. Parce que pour moi, c'est ça le plus difficile. C'est pas parce que nous, on a une recette qui fonctionne pour nous que forcément on pourra la dupliquer un peu partout. Parce que toute personne est vraiment différente et il faut savoir s'adapter. Ouais, il y avait un gros travail de savoir l'objectif de la personne. Ça, c'était super important parce que je me rappelle, il y avait des managers, ils étaient là juste pour dire, moi, je veux des cartes de joueurs que j'aime bien dans la réalité, que j'ai envie de suivre, parce que moi, avoir des cartes de joueurs en Croatie, et je regarde pas les matchs croates, ça m'intéresse pas. Je veux des joueurs des 5 grands championnats, donc il fallait vraiment s'adapter à la stratégie de chacun et à la volonté de chacun en fonction de son budget. Voilà, exactement, ses points forts, les championnats aussi connaissaient, ceux qui regardent régulièrement, ceux qui regardent jamais, le temps qu'ils pouvaient consacrer pour faire ces line-up, les gens qui ont dit écoute, moi j'ai maximum 1 heure, alors on va pas te construire une galerie avec 100 cartes. Enfin voilà, ça demande des adaptations sur mesure tout simplement. Ouais. Et donc ça a été une partie de Mediasorar, en plus du podcast et des articles. Alors d'ailleurs, je fais une petite précision, le site Mediasorar existe toujours, il y a toujours des articles qui sont sortis en fonction des évolutions du gameplay, des petits conseils en stratégie aussi. On a parlé de l'arrêt du podcast, donc aujourd'hui on y reviendra après. Ce sera l'objet de quelques questions. Alors, il y a pas mal de choses qu'on aurait voulu faire sur Mediasorar. Ça, on avait plein d'idées. Il y avait pas mal de choses qui étaient envisagées. Il y a des choses qui sont peut-être encore envisageables. La porte reste entrouverte. Je te laisse en parler, Mehdi, sur ces projets qui nous tenaient à cœur, mais qu'on n'a pas fait par manque de temps, aussi de moyens, parce que on va pas non plus dépenser au-delà de ce qu'on peut se permettre avec l'argent qui est rentré sur Mediasorar. Ouais, écoute, quand c'était la belle époque, je me rappelle, après on est parti du groupe Telegram parce qu'il y avait trop de monde, je crois qu'on avait dépassé 500, on avait été sur Discord où c'est toi qui t'es occupé justement de toute l'architecture du groupe Discord, et c'est vrai que là il y a pas mal de gens qui sont rajoutés, tout le monde était content et tout, et puis on avait eu l'idée de faire un style on refait le match, une émission débrief où il y avait des intervenants et puis de différents championnats où on pouvait vraiment débriefer, mettre en avant les belles performances, les moins bonnes performances, en fait lier Sorar mais également le football à proprement dit. Ça clairement c'était par manque de temps parce qu'il fallait être régulier et moi c'était assez compliqué. Après on avait aussi des objectifs un peu plus grands. Par exemple moi ce que j'aurais bien voulu faire c'est ce qu'on fait là sur le podcast, ce qu'on faisait sur le podcast, mais c'était vraiment aller à l'encontre de managers chez lui ou dans sa vraiment à la rencontre du manager, l'interviewer par exemple chez lui, et puis de lier l'aspect culturel, sportif à Sorar. Donc c'est-à-dire pas seulement aller l'interviewer, mais qu'il nous fasse visiter par exemple le groupe de supporters dans lequel il est par exemple actif, qu'il nous fasse visiter les villes, les spécialités locales, qu'on a évidemment voir un match ensemble. Avec l'appui de Sorar, on aurait pu par exemple l'amener sur le terrain et pourquoi pas rencontrer l'un ou l'autre joueur. Mais en fait quelque chose de beaucoup plus inclusif et beaucoup plus communicatif, dans le sens où on s'arrêterait pas justement, la communication ne s'arrêterait pas uniquement aux personnes qui jouent déjà à Sorar, mais qu'on aille beaucoup plus loin. En fait, qu'il y a un rayonnement en fait de Sorar qui va au-delà du jeu, qui mélange tout plein d'aspects avec des valeurs importantes. C'est un peu ce que tu as fait, ça. Tu l'as pas fait avec un supporter de l'Union Saint-Gilloise ? Ouais, bien sûr. Ouais. Après, on est parti par exemple à Lisbonne. Je suis parti au Bayer Leverkusen, justement avec l'Union Saint-Gilloise, avec un supporter et tout. Il y a des supporters de Charleroi qui m'ont invité aussi à Charleroi. Mais ça, c'était vraiment cool. Mais ce que j'aurais vraiment voulu faire, c'est vraiment interviewer le manager et avoir une sorte de vlog. Mais ça demande évidemment des moyens conséquents parce qu'il y a le voyage, il faut du matos, il y a le montage derrière. Enfin, ce sont des personnes. Il faut pas oublier.
on parle souvent de Laurent comme monteur. Laurent, ben voilà, il est défrayé pour les montages. Donc toi comme moi, je pense qu'on aime les choses qui sont bien faites. Et à partir du moment où on n'est pas spécialisé dans une tâche bien précise, ben il faut faire appel à des gens qui bossent bien et qui sont professionnels là-dedans. Et ça, évidemment, ben on sait pas le faire bénévolement. Donc il faut aussi payer ces gens pour le temps qu'ils passent à faire tout ça. Mais donc ouais, c'était une idée. Ou bien je trouve qu'une initiative que Sorare devrait sponsoriser. Sorare, chez moi, ça a apporté quoi? Ça m'a apporté aussi, au-delà de la passion, etc. Mais le côté fan, tu vois, le fan parfois un peu extrémiste. Pourtant, je suis pas comme ça, sauf quand je regardais des Saint-Étienne-Lyon, voilà. J'étais un peu plus agressif, tu vois. Et puis tu te rends compte, en fait, en jouant à Sorare, que c'est complètement con. Puis t'as des cartes. Moi, j'avais des cartes. Je l'ai expliqué dans pas mal de podcasts où j'avais des cartes de Lyonnais. J'ai gagné Memphis quand il cartonnait tout. C'était à cette époque-là le meilleur attaquant de champion pendant une saison quand il était à Lyon. Je vibrais derrière les matchs de Lyon. Mes enfants, ils comprenaient rien du tout. Mais parce que Sorare, justement, a permis d'adoucir les mœurs et de faire en sorte que t'apprécies le foot, t'apprécies les performances des joueurs, quel que soit le club dans lequel ils évoluent. Et je me rappelle que sur Twitter, quand il y avait des trucs, des débordements, Payet qui s'était pris je sais plus quoi dans la gueule, et je me rappelle avoir voilà une bouteille, je me rappelle avoir noté, mais si tous ces supporters abrutis jouaient à Sorare, en fait, tout ceci n'existerait plus, en fait. Et ça paraît utopique, mais je pense qu'il y a quand même du vrai. Il y a pas mal de managers qui m'ont dit, en tout cas aussi, que Sorare, ça leur a permis d'apprécier le sport, d'apprécier les joueurs, et même si on reste supporter de son club, ça devient beaucoup plus souple, beaucoup plus ouvert, et puis finalement on peut passer des soirées géniales à regarder des matchs avec des supporters de l'équipe adverse parce qu'on apprécie le sport, on apprécie le jeu, et voilà quoi. On partage une passion au-delà de supporter l'une ou l'autre équipe. Ouais, ce que t'appelles les gentlemen supporters. Ouais, moi j'avais lancé ça il y a pas si longtemps à mon ami Guestar, et je lui ai dit, tu sais quoi, un truc qu'il faudrait lancer, c'est une association de supporters gentlemen un peu partout, et je verrais bien Sorare les sponsoriser, tu vois. Sponsoriser des actions comme ça où tu redors en fait le blason, l'image du supporter de foot. Par exemple, quand j'ai vécu, en fait cette idée-là est venue après Liverpool Union Saint-Gilloise, oui, où le stade nous ont applaudi. On a chanté, on a été boire des bières avant, après. C'était une ambiance vraiment mais magnifique. Échange de maillots et d'écharpes entre supporters à la fin du match, c'était vraiment magique. Et je me dis mais c'est ça qu'on voudrait avoir partout. Et surtout en ce moment, on a des histoires toutes les semaines là avec les les cartes caillassées, les débordements de supporters, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'image des supporters elle est terrible, hein, alors que ça représente déjà moins de 10% des supporters. Encore quand je dis 10% c'est beaucoup. Il y a une tonne de supporters, ils sont super accueillants avec les supporters adverses, et ça c'est vrai que ça manque en termes d'image. Ouais, malheureusement c'est comme dans tout, hein, dans le monde, c'est malheureusement les plus abrutis qui font le plus de bruit, qui se font le plus remarquer. Mais ouais, moi je trouve que par exemple, et c'est quelque chose pour moi qui pourrait bénéficier à Sorare, quand tu mets des trucs et que t'appuies des initiatives pareilles, forcément ton aura, ton image, elle en prend un super beau coup et pourrait justement attirer des personnes en dehors de la niche Sorare, quoi. Sorare fait un peu ça avec des youtubeurs plus anglophones. Je pense à John Nelly, je pense à Fiago en Allemagne, ou Thiago, je sais pas. Ouais, Fiago, Est-ce que tu regrettes un peu de pas l'avoir été pour la partie francophone? D'ailleurs, Fiago, je l'avais invité, il m'avait dit oui sur le podcast, mais bon, il passera pas parce qu'il parle très très bien français. Pour revenir à ce que tu me dis, ouais, clairement, un style de rôle de John Nellis m'aurait bien plu, mais dans un contexte différent. Parce que moi, j'aime bien ce qui est inclusif, j'aime bien m'intéresser aux gens. Si on s'attarde uniquement à Sorare sans voir plus loin, je pense que je me serais un peu lassé, mais vraiment quand bien même aller à la rencontre de managers et de passer un week-end avec eux et de travailler différents aspects de cette visite, je vais le redire, mais mêler culture et voyage et sport et Sorare, ça c'est vraiment le truc qui m'aurait botté. Maintenant on sait très bien que la communauté Sorare francophone est la plus présente sur le jeu. Dernièrement c'est Paul qui l'avait
qui l'avait confirmé sans chiffre, mais c'était un de ses ressentis forts. Et donc forcément, la communauté anglophone, la communauté peut-être hispanophone aussi, là il y a encore beaucoup à faire. Donc je comprends totalement le move, même si c'est clair que ça m'aurait bien plu et que je suis polyglotte, donc je pourrais parler plusieurs langues aussi. Message ouvert à l'équipe de Sora. Non, après voilà, je maîtrise pas assez toutes les langues évidemment comme le français. Mais ouais, c'est un peu cette monotonie là, tu vois. C'est, je pense que le podcast, pourquoi on l'arrête, parce que oui, la hype a baissé aussi, mais aussi parce que ce côté un peu il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est la routine, tu vois. Dès que je suis dans une routine, je me sens pas bien, il faut que je fasse autre chose, il faut que je sorte de ça et que j'expérimente de choses nouvelles, quoi. Ouais, c'est on le ressent, et puis c'est vrai que sur les derniers invités, on voyait que c'était moins fluide de trouver des invités, je voyais que l'envie était un peu moins présente. Donc ouais, on l'a dit, un arrêt, en tout cas une pause, elle est nécessaire. Un arrêt définitif, non, parce que s'il y a un nouveau souffle, s'il y a de nouveaux projets, pourquoi pas, la porte reste entrouverte pour répondre à toutes les questions alors je vais les citer, Petros, Nelim, Guestar, ils ont tous posé la question sur Twitter. Et d'ailleurs il y en a un qui te demande, toujours Mélo, qui te demande est-ce qu'on a une chance de te réécouter sur un autre podcast à l'avenir, soit sur Sorare, donc on en a parlé, ou sur autre chose. Écoute, je voulais juste terminer. Pour moi, je trouve qu'on est arrivé à un certain seuil, en fait, que le dépasser. Et pourtant, paradoxalement, je kiffais chaque interview que je continue à faire. Vraiment. Au moment où j'ai toujours eu ce trac avant d'enregistrer, pendant l'enregistrement, je kiffais et j'aimais toujours avoir le retour. Donc, ce côté routinier, positif, je le kiffe grave. Mais à côté de ça, je pense qu'on a atteint un certain seuil, et c'est ce qui m'a amené aussi à me retirer de mon club de basket aussi. C'est parce que j'ai été frappé à des portes de cabinets de ministres, etc., pour essayer d'avoir un terrain, de construire notre propre grande salle, vraiment nous donner les moyens par rapport aux résultats et par rapport à la formation qu'on mettait en place. Et malheureusement, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans, essayer de trouver des moyens à gauche à droite. J'ai pas réussi à trouver, malgré pas mal de bons contacts. Et voilà, je me dis on sait pas aller plus haut que là où on est. Et donc voilà, si j'ai plus de bâtons et de challenge à remplir, je préfère passer à autre chose. Voilà. Et donc pour en revenir à la question de Mélo, sur un podcast, je pense pas. Sur autre chose, oui. J'avais lancé une bouteille à la mer il y a pas si longtemps en disant que j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Ça rejoint une de mes passions, qui est la passion du potager, mais surtout du bien manger, de la bonne nourriture et cuisiner. Et donc j'ai envie de me lancer comme créateur de contenu sur les différentes plateformes réseaux sociaux connus, mais qui mélangent le potager et qui mélangent aussi la cuisine avec les produits de mon jardin. Voilà, ça c'est mon prochain objectif. Voilà, donc vous reverrez toujours Mehdi sur les réseaux, sur un autre thème. En plus, je pense que vous pourrez le voir en visu, parce que ça va être difficile de parler de potager et de cuisine sans montrer des images. Voilà. Ouais, voilà. Mais au lieu de parler de ballon de football, je parlerai peut-être de pastèque ou de melon, tu vois. Voilà. Très bien. Après, il y a eu quelques questions sur le manque de reconnaissance de Sorare. Bon, on en a un peu parlé. Voilà, je sais pas si t'as des choses à ajouter dessus. Apparemment, il y a quelqu'un qui a été engagé justement pour ça. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, je trouve vraiment que c'est une bonne chose. Torque en avait parlé, il y en avait d'autres jobs aussi, le soutien. Après, c'est gai d'être invité. Moi, personnellement, j'avais été invité une seule fois, c'était au match NBA, et pour moi, ça reste un souvenir inoubliable. Mais c'est vrai que oui, avoir un peu plus de soutien. Et puis c'est pas seulement de soutien. Je trouve que c'est la responsabilité d'une belle boîte, d'une grosse boîte, de soutenir les gens qui contribuent à ta notoriété et finalement à ton corps business. Pour moi, ça me paraît même assez logique. Surtout quand t'es encore dans un phénomène de niche. Après, peut-être qu'ils ont pas besoin de faire ça avec l'autre truc, parce que c'est tellement mainstream
qu'à la limite ils en ont pas besoin et ça, ce sont les créateurs de contenu qui en profitent. Je me rappelle de Vose, je me rappelle très très bien où elle parlait qu'elle twitchait au début quand Twitch était quand même assez rentable. Elle gagnait 10-20 000 euros par mois en twitchant sur du Fortnite. Donc c'est la notoriété du jeu qui faisait gagner de l'argent, qui faisait vivre les créateurs de contenu. Là, on est quand même dans une phase, ok, il y a eu la start-up, il y a eu l'explosion, etc. Mais je pense que s'ils avaient un peu plus suivi, on aurait eu un peu plus de rétention. On parle beaucoup de growth, la croissance, et c'est vrai que c'est crucial. Mais à côté de la croissance, faut pas oublier non plus de garder, de fidéliser la rétention des clients qui sont là. Et le problème, c'est que quand t'as dans un milieu de niche, quand t'as une bonne partie quand même des gens qui sont frustrés et qui quittent pour telle ou telle raison, c'est très compliqué ensuite d'aller les rechercher. Surtout qu'à côté, t'as pas cette expansion qui permet de dire, en fait, je m'en fous, quoi. Ouais, il y a souvent ce proverbe là, une personne mécontente, elle parle à 10 personnes, alors qu'une personne contente, elle va en parler à beaucoup moins. Et quand il y a une perte de confiance, c'est compliqué de la retrouver. Après, j'ai envie quand même de préciser que on a toujours eu des bons rapports nous avec Sorare. C'est vrai qu'on échange de temps en temps avec Paul, avec Brian, moins Brian, mais surtout Dan et Paul. Ouais, même Nicolas de temps en temps que j'avais croisé à l'émission sur RMC à l'after. Après, alors c'est pas une démarche, c'est toujours souvent venu de notre côté, mais je pense que le recrutement de la personne va faire qu'ils vont être plus proactifs à ce niveau-là. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Et puis c'est vrai qu'à un moment, quand les affiliations marchaient bien, on n'avait pas trop à se plaindre à ce niveau-là. C'est peut-être qu'on aurait voulu un peu plus de soutien dans les périodes où justement il y avait moins de revenus et là ça aurait été plus intéressant parce que clairement à l'époque on aurait pu, alors là pour le coup c'est le temps qui manquait, on aurait pu faire les fameux vlogs où parce qu'on avait des rentrées d'argent sur la partie affiliation. Donc là on aurait pu l'investir sur des projets comme celui-là. Après c'est vrai que sur la suite ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que je parle aussi de seuil. Je pense qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire avec nos moyens. Et voilà quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les rentrées sont nulles, donc on peut encore moins les faire qu'aujourd'hui. Puis j'attends aussi, je pense, on est tous en attente un peu d'un retour. On espère un retour de la hype. Ouais. On l'espère tous. Et justement, alors peut-être qu'on va clore la partie média Sorare. Et tu parles de hype, c'est une bonne transition. Au niveau il y a eu pas mal d'évolutions qui ont été faites ces derniers mois, notamment au niveau du gameplay. Il y a eu beaucoup de choses sur les paliers, sur les nouvelles compétitions, sur le mode Rivals, avec l'aspect social. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut rebooster et justement repartir vers une hype? Écoute, je pense que quand tu vois le retour de pas mal de beaucoup de managers de la communauté, ils sont très contents d'avoir ce mode Rivals. Moi personnellement, je t'avoue que j'ai désactivé les notifs parce que j'en avais tout le temps et tout, et au début j'ai un peu participé, mais bon, honnêtement j'ai pas le temps. Mais je peux comprendre que ceux qui sont dans le jeu veulent absolument avoir ça parce qu'ils kiffent le jeu et ils ont le temps d'y consacrer le temps nécessaire justement pour jouer ces différents modes. Donc ça, je trouve ça super. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va faire la bascule et ramener la hype? Je ne sais pas. Est-ce que ça va contenter les gens qui sont déjà dans le jeu et qui veulent de la nouveauté? Oui, clairement. Mais si aujourd'hui, et c'est clairement pas le cas, mais si c'était la seule stratégie pour onboarder, je me dis, il y a un gros risque alors. Mais c'est clairement pas la seule stratégie. Enfin, je peux pas l'imaginer. Il y a surtout maintenant avec le prize money, le cash money, même si je trouve qu'il devrait faire un peu plus rêver les premières places, par exemple pour le Premier League, cette étape-là, pour moi, elle était cruciale. Et je me rappelle, j'avais tweeté il y a un mois, juste avant qu'ils annoncent ça, en disant, mais il y a un moment donné où, vu que maintenant au niveau légal, ça commence à se lisser, il y a cette loi Web3, ce qu'on appelle la loi Sorare qui a l'air d'être, je sais pas si elle est passée, mais en tout cas, l'Argel, etc. sont beaucoup plus souples par rapport à ça, où ils peuvent justement proposer maintenant des jeux d'argent. Il faut qu'ils y aillent parce que clairement, s'ils veulent stabiliser, je pense à long terme, il faut que les gens y touchent du cash, ou sinon on restera toujours en cycle fermé avec des grosses baleines qui prend
pas mal, mais dont la valeur de chaque carte diminue, et puis des gens qui sont passionnés dans le jeu, qui ont mis des petites sommes et qui continuent à kiffer, et qui continueront à kiffer jusqu'à la fin, mais je pense pas que ça soit viable à très long terme pour Sorare. Donc là, il y a des choses, oui, positives qui se mettent en place, mais je suis à l'affût et je regarde toujours comment ça va continuer à évoluer. Ouais, moi je pense que la PL Winter League, là, c'est la première fois qu'ils annoncent un gros prize pool. J'espère que ça va continuer. En tout cas, ça sonne comme un test et un pas vers justement le fait de faire un peu plus rêver les managers, parce que c'est ça qu'ont besoin les managers, hein. Comme dans tout, hein, comme dans d'autres domaines, il y a toujours un côté, pourquoi on fait, est-ce que le jeu envoie la chandelle, est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps pour gagner des rewards qui valent pas beaucoup. C'est sûr que là on va vers quelque chose d'un peu plus rêveur, on va dire. Ouais, et puis diversifier et donner de l'utilité à toutes les cartes, d'avoir du multi-entry, donc d'avoir de plus en plus de compétitions où tu peux utiliser tes cartes, ou sinon tu vas créer que de la frustration. S'ils ne veulent pas passer à du SO7, SO8, SO11, alors il faut vraiment démultiplier le nombre de compétitions. Et on va passer à la troisième partie. On pourra revenir un peu sur le gameplay après, parce que j'ai vu des questions qui étaient liées à ce sujet-là. La troisième partie que tu apprécies tant, le questionnaire rapide. Ouais, ça fait faire bizarre. Voilà. Pour une fois, tu vas y répondre. Ouais. Alors, quel est ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, et pourquoi? C'est Messi. Messi dans la vie réelle, parce que Messi, c'est... D'ailleurs, on me l'a reproché. Certains me disent, ouais, Mehdi, il parle tout le temps de Messi, il parle pas assez bien de Ronaldo. Non, Ronaldo, je trouve que c'est un champion phénoménal. C'est juste que Messi, pour moi, c'est un magicien. Voilà, c'est triste. C'est triste pour les autres qui doivent bûcher à mort. Lui, il a un don. Il est hors norme. Pourtant, je regarde le foot depuis tout petit. Je me rappelle devant Mexico 86, ça te parle pas, mais j'étais devant avec Maradona. J'étais un dingue de Maradona, mais Messi, voilà, j'ai vu des trucs que aucun autre joueur ne fait. Donc lui, on l'a à la vie réelle clairement. Et sur Sorare, il sent tout, il voit tout. Ouais. Ouais, sur Sorare, c'est fou cette tendance qu'ont les gens dès qu'on dit Messi, Ronaldo. Ils peuvent pas s'empêcher de faire la comparaison. Alors que c'est vraiment deux styles totalement différents. Ouais, exactement. C'est pas parce qu'on adore un qu'on déteste l'autre. Après, t'as cette rivalité en plus qu'il y avait entre Barça et Real. Donc évidemment, ça y contribue aussi. Mais c'est comme si au tennis, tu me dis, Nadal, Djokovic, Federer. Moi, perso, c'est Federer parce que je kiffais son jeu tout en touché. Celui qui aura plus haut palmarès sera probablement Djokovic, et le plus grand battant sur un terrain que j'ai appris à apprécier beaucoup au fil des ans, c'est Nadal. Donc voilà, c'est pas parce qu'on aime un que finalement on n'aime pas l'autre. Ouais, je suis pas du tout dans tout ce qui est binaire et dualité, non, pas du tout. Donc oui, et sur Sorare, c'est obligé que je dise Kimmich. Obligé. Le nombre de fois où le mot Kimmich a été prononcé dans ce podcast, je pense qu'on atteint des records. Voilà. Et c'est grâce à Sorare que j'ai appris à le découvrir d'ailleurs, parce que je connaissais à peine je le connaissais de nom, mais sans avoir passé du temps. Et d'ailleurs, c'est Kimmich qui m'a poussé à faire la collection du Bayern. Donc en rare, là, j'ai 19 cartes sur les 30 de la saison passée. Je suis 6e collectionneur. Et pourtant, avant Sorare, je ne supportais pas le Bayern de Munich. J'étais pro Dortmund. Et aujourd'hui, je collectionne Bayern de Munich. Mon équipe préférée en Bundesliga, c'est probablement le Bayer Leverkusen, parce que je kiffe à fond toute leur équipe depuis le début. Palacios, j'adore. Wirtz, j'adore. Ah ouais, vraiment. Alonso, il a réussi à trouver la baguette magique. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à Sorare. Peut-être que Grimaldo est le talisman des équipes, parce que quand on voit Benfica l'année dernière avec Grimaldo, c'était exceptionnel. C'était vraiment, je prenais vraiment du plaisir à les regarder. Cette année, c'est l'ombre d'eux-mêmes. Et à l'inverse, le Bayer Leverkusen l'année dernière, c'était vraiment très poussif. Alors ils ont eu beaucoup de blessés avec Wirtz notamment, mais cette année, c'est aussi un plaisir de les regarder jouer. Hein. Ah, tout à fait. Donc, vraiment, est-ce que c'est Grimaldo qui change les équipes? Il y a Boniface aussi, hein. D'ailleurs, ils l'ont bien scouté. Et il avait marqué un but quand j'avais été voir Bayer Leverkusen, l'Union en Europa, et il avait marqué là-bas. Et à mon avis, il aura bien tapé dans l'œil sur l'aller-retour, et ils l'ont acheté. Donc très intelligent et magnifique. Et les arrières latéraux, entre Frimpong et Grimaldo, ça déménage solidement. Donc voilà. Donc Messi et Kimmich. Messi Kimmich. Ton plus beau résultat? Je pense que c'est la victoire après mon retour.
avec l'équipe là à 0,3 ou 0,4 Ether et je gagne Kimmich. Ouais, clairement c'est ma plus belle victoire ça. Donc ça en satisfaction personnelle de gagner avec une petite équipe devant des équipes qui valent x10, c'est vrai que ça doit être très satisfaisant. Ouais, et surtout après, j'anticipe ta prochaine question. La plus belle récompense, c'est Kimmich. Allez, sans dire, allez. Alors, sans dire Kimmich, allez. On a compris Kimmich. Ma plus belle récompense, là où j'étais vraiment super content en le gagnant. Oh là là. Je m'en rappelle d'une vidéo que tu nous avais envoyée sur le groupe Telegram ou sur le Discord, je sais pas. T'étais en voyage à Lisbonne justement avec toute la communauté et t'étais en train d'ouvrir un Timber, je crois, à 2 Ethers. Non, c'est Lisandro Martinez. C'était son copain. J'avais Timber et je dis c'est magnifique là. C'était magnifique dans le contexte. On venait de faire le vol, on se connaissait pas. À part, j'échangeais avec Sorar Belgium, Fred, je lui fais un petit coucou et j'étais avec tous des managers néerlandophones et on avait été dans le fameux centre, j'oublie toujours le nom, mais en Lisbonne où t'as plein de petits restaurants tout autour. C'est intérieur et tout et je l'avais ouvert là et puis on a fait la fête toute la soirée. C'était marrant. Et franchement, j'ai mis quelques tournées pour parce que j'étais tellement euphorique. Donc merci pour ta question et cette anecdote. Ouais, c'est vraiment ça. Après Kimmich, c'est celui-là pour le contexte général. Ok. Et à l'inverse, ton plus gros coup de poisse? Écoute, c'est en AS super rare. Je m'en rappelle de 2. Il y a une équipe qui cartonne. J'ai Mekele, le fameux Mekele de Bruges. Il fait un début de saison pas génial, mais il est, je crois, les 40 derniers matchs, je crois qu'il les a tous faits. Et là, il est sur le banc et il fallait qu'il monte sur le terrain pour que je la gagne. C'est l'AS super rare. Donc, j'ai eu T3, je crois, super rare, mais voilà. S'il était titu, 35 points, c'était suffisant. Et puis une autre où j'étais aussi super bien en AS super rare et j'étais sur le podium. Kim Pembe, il faisait un match pas terrible, mais voilà, il fallait qu'il garde ses 35 points. Et le con, à 5 minutes ou 10 minutes de la fin, là, qu'il va pas provoquer un péno, et il tombe, et voilà, de nouveau, au lieu de la gagne, la place était beaucoup moins intéressante. Donc les 2 gros coups de poisse, c'est ceux-là en AS super rare où je pense n'avoir jamais réellement parfait, et en même temps, je l'ai pas réellement joué non plus. Donc voilà. Donc on remarque que t'es quand même béni en rare, mais c'est vrai que en SR t'es moins chanceux. Ah ouais, mais j'ai jamais eu malheureusement les mêmes cartes en rare qu'en SR. Ouais. Ton joueur à suivre? Franchement, je suis pas assez le foot, tout ce qui est, tu vois, les matchs du 21, des vidéos de scouting, etc. Honnêtement, j'ai pas le temps de regarder, donc honnêtement, je sais pas quoi répondre. Franchement, je m'y connais pas assez bien. Il y a un joueur là que je kiffe depuis. D'ailleurs, je t'ai bassiné la tête et j'ai encore fait un tweet hier dessus. C'est Wiffer. Mais bon, il a 24 ans maintenant, il commence à être connu, donc je peux plus parler de lui. Mais quand il était sur le banc Feyenoord, je parlais de lui. Mais sinon, il y a d'autres managers bien plus calés que moi en jeune. Moi, je suis une bille là-dedans. En tout cas, je confirme que tu m'en avais parlé quand il était encore remplaçant et avant qu'il soit appelé en équipe des Pays-Bas. C'est vrai que là, c'est aujourd'hui la plaque tournante de son équipe. Ouais, je suis content de l'avoir en SR. Donc, et là, j'ai vraiment lu. Et lui aussi, il a bien été rentabilisé depuis que je l'ai acheté en SR. Voilà. Mais sinon, non. Scouting, je suis vraiment trop nul là-dedans. Ok. Enfin, scouting, au niveau des tout jeunes là maintenant, je suis incapable de dire. Je regarde justement des comptes de passionnés. Je pense par exemple à Garincha, etc. Où il parle beaucoup de jeunes talentueux. Et 9 fois sur 10, je connais pas le joueur dont il parle. Donc voilà. Ok. Question qui va intéresser pas mal d'auditeurs, je pense. Si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, je l'ai eu devant moi à Paris pour le truc et je lui ai dit merci beaucoup. Parce que c'était vraiment un rêve de gamin d'assister à un match NBA et surtout d'être sur un parquet NBA. Maintenant, plus sérieusement, je lui dirais que je me rappelle très bien du Ask Me Anything AMA mi-2021 plus ou moins où il avait dit qu'il étudiait sérieusement la possibilité de caper niveau prix la nouvelle rareté qui allait sortir, donc qui était les Limited, pour éviter de l'inflation excessive qui allait être créée par des utilisateurs
prédateurs actuels, les baleines, et ce qui pourrait éventuellement freiner l'adhésion au jeu. Ça, je me rappelle vraiment très très bien qu'ils réfléchissaient vraiment fortement à l'éventualité de mettre une limite pour pas que ça parte, un plafond pour pas que ça parte dans tous les sens, comme malheureusement on a eu le cas. Et donc malheureusement... On se souvient il y avait des Mbappé Limited 2 Ethers à un moment. C'est complètement faux. 2 ou 3. Et puis maintenant avec le recul, je lui dirais, force est de constater que malheureusement ce scénario s'est effectivement déroulé et que les prix to the moon, incontrôlés, et ce qui a provoqué ensuite par la suite une chute qui était terrible pour ceux qui ont mis des grosses sommes en limited dans le haut des limited, où clairement ça a été divisé par 10 pour beaucoup, enfin quasiment l'énorme majorité des cartes. Ça a dégoûté de très nombreux utilisateurs qui sont partis et qui ne reviendront probablement plus, ou bien qui sont revenus avec sous une autre forme. Enfin, ce sont des gens, quand on voit et à juste titre qu'il y a beaucoup de personnes, et encore une fois c'est justifié, mais qui disent il y a vraiment des râleurs sur Terre, etc. Ouais, mais je comprends. C'est ça un peu le paradoxe. J'avais fait un tweet dessus il y a pas si longtemps. C'est vraiment le paradoxe d'être manager Sora, parce que d'un côté tu kiffes le sport, tu kiffes le jeu, t'as envie que ça continue, et t'as pas envie de perdre ta culotte au niveau de quand même de l'argent que t'as mis dedans, parce que c'est quand même pas négligeable, ceux qui sont rentrés à l'époque, aussi bien en limited et encore plus en rare, et puis ils voient il y a tout qui part sous le pied, et donc forcément tu râles, et tu râles sur toi, tu râles sur le jeu, parce que finalement si tu râles, ça veut dire quelque part que t'es attaché, sinon tu t'en foutrais et tu te casserais, tu vois, et le fait de crier en fait ta rancœur, ton malaise, etc., ça prouve bien que t'es attaché à ce jeu-là, et que t'es triste finalement que ça part en vrille, et que ton investissement part en vrille. Si ça avait été légèrement stabilisé, clairement les gens ils se disent on peut encaisser une baisse à la limite même de 50%, mais pas divisé par 10 quoi. Ça c'est vraiment le grand écart. Donc c'est facile de critiquer les gens, mais on devrait se mettre quelque part un peu à la place de tout le monde et essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. Après c'est facile de dire oui, mais il fallait pas mettre ce que t'es prêt à perdre. Ouais, sauf que à l'époque c'est hype, c'est crypto, c'est NFT, et puis t'as envie de jouer au jeu. Si t'avais envie de jouer au jeu à l'époque, t'étais obligé de mettre des sommes conséquentes, ou sinon tu joues en common, et puis c'est tout. Et puis t'espérais d'être dans les faibles places, même pas les 0,5% de places gagnantes pour gagner une carte limited. C'était ça la réalité à l'époque. Et donc ta question? Donc ma question c'est si tu pouvais revenir en arrière, Nicolas, est-ce que tu ferais les choses différemment? Et si oui, lesquelles exactement? Voilà, ça serait ça ma question. La question dont tout le monde a envie de connaître la réponse. Et pourquoi pas un jour. D'ailleurs, on a peut-être, on a proposé quelques fois à Nicolas de venir dans ce podcast, et pourquoi pas refaire faire un épisode avec lui dans quelques temps. L'invitation est toujours ouverte. Ouais, tout à fait. Il avait dit oui, je viens, etc. Après, on n'a pas trouvé le bon moment. Après, moment, la bonne formule, et puis ils ont commencé aussi à communiquer, et puis voilà quoi. Une actualité de leur côté aussi. Donc ça ne s'est pas fait. On va passer aux questions-réponses des auditeurs, même si on en a déjà eu pendant tout le podcast. Question de Web 4444. Si tu devais confier tes line-up à un des invités passés dans le podcast pour un week-end, qui choisirais-tu? Elle est ennuyante cette question. Tu vas faire des... j'ai pas envie de cliver le truc, mais j'ai regardé tous les invités, je vais en citer 3. Ashoka, Jobs et Banzai. Ah oui, ça c'est trois gros managers. Ouais, et puis ils font des bons résultats. SO5, on voit souvent les mêmes noms, donc eux, je pense que je pourrais déléguer ma galerie les yeux fermés. Sans trop de soucis. Ouais. Question maintenant de Crypto Citoyen. Quel a été ton épisode préféré et pourquoi? Et ton invité préféré? C'est assez lié. Franchement, je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'ai vraiment kiffé chaque épisode à sa manière. Il y en a certains qui étaient plus compliqués que d'autres, où l'invité, par exemple, brodait un peu trop, comme là, moi, actuellement. Là, je suis en train de vraiment de me dire que, en fait, je fais tout l'inverse des conseils, des directives qu'on donnait aux invités, de pas trop tourner autour du pot. Et puis, en fait, je remarque que je fais que ça. Donc, voilà, pas un bon élève. Et puis, il y avait des invités aussi, tu reposais la question et ils répondaient, point. Et donc, ça me forçait à m'entraîner, à dire, ok, là, je dois vraiment essayer de lui tirer les vers du nez. Et je pense que ça m'a permis aussi de grandir aussi, de m'améliorer en tant qu'intervieweur, parce que j'avais des profils différents, qu'il fallait s'y adapter.
respecté. Et donc vraiment, chaque épisode était vraiment cool. Après, t'as des épisodes un peu à côté. Je me rappelle avec Mathieu Lille-Palette dans lequel t'as participé aussi. Le senior vice-président d'Opta. Donc celui-là, il est vraiment atypique parce que ça concerne directement l'écosystème. L'écosystème Sorare, donc le système de notation. Donc celui-là, il était vraiment très spécial. Mais aussi non, mes invités préférés, j'ai des gens avec qui j'ai vraiment noué des excellents contacts après le podcast, d'autres un peu moins, mais j'ai kiffé en tout cas chaque épisode, ça c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'on avait appris pas mal de choses dans cet épisode avec Mathieu Lille-Palette. Et même ça a été, je crois, un des épisodes les plus écoutés des 45, on en a tourné 45 et ouais, c'est dans les top audiences. Il y avait eu pas mal d'informations, il nous avait raconté les coulisses et d'ailleurs je vous invite à ceux qui n'ont pas écouté à l'écouter parce que on en sait plus sur les process de recrutement d'Opta, le fournisseur officiel de la data de Sorare. Super intéressant. Souvenir le plus drôle dans ces interviews? Je ne sais pas non plus. Je me rappelle, je me suis tapé des fous rires un peu partout. Par contre, je me rappelle plus des moments touchants. Ah ouais, lesquels? Avec Ben Code, par exemple, c'est vraiment quelqu'un de très touchant. Ouais. Et je me rappelle qu'il m'avait dit des choses aussi qui m'avaient touché. Donc ça, je me rappelle plus facilement. Il y avait lui et puis Will Smith aussi. Vrai passionné, Will Smith. Vrai passionné. Ouais. On l'avait rencontré au Vert, organisé par Monaco 76, si je me souviens bien, et c'est comme ça qu'on l'a eu. Ouais. La première fois qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Tout à fait. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Toute première fois. Ouais, c'est vraiment la toute première fois qu'on s'est vu là. C'était en juin 2022. Ouais, c'est ça. Juin 2022, et on avait rencontré plein de chouettes managers. Il y avait lui, il y avait Kevin P, et d'autres. Je me rappelle que j'ai rencontré Monsieur Skyrock, qui m'a fait visiter, les locaux, les studios, le même jour. Donc ça, c'était vraiment top de chez top. Donc oui, mais pour revenir à la question, les moments touchants, il y avait Will Smith et Ben Code. Ça, je me rappelle vraiment très fort. Ouais, Will Smith, un des managers les plus passionnés de Sorare. Vous pouvez suivre son compte Twitter. Lui, il a une énorme galerie. Alors pas forcément en valeur, mais en nombre de cartes, nombre de joueurs asiatiques, assez impressionnant. Je sais pas si ça a bougé depuis, mais en tout cas à l'époque c'était le cas. Ouais, il a fait une nouvelle stratégie. Il a changé ça il y a 2-3 mois. Ouais, voilà, tout à fait. C'est ça. Ouais. Ok. As-tu rencontré certains de tes invités après les émissions? Oui, et même on est potes, je peux le dire, c'est Guestar, Seb. Après j'étais pote aussi avec certains managers avant, dont Joe et tout, mais c'est vrai que celui que j'ai rencontré par la suite, et d'ailleurs on a été voir le match de Reims il y a 2 semaines ensemble, Reims PSG, donc c'était Guestar. Et je revenais plus sur le prénom de Monsieur Skyrock, c'est Vincent. Vincent. Très bien. Il reste 2 questions. Alors ça c'est plus sur l'avenir de Sorare et un peu ton ressenti. Alors une question de player et de Crave. Je vais les dire en même temps. C'est quel est ton ressenti actuel sur le jeu Sorare et que manque-t-il selon toi pour que Sorare passe le stade de clientèle de niche et devienne mainstream? C'est une excellente question et c'est pour ça que je suis pas CEO de Sorare. Et j'ai envie de te dire wait and see. Donc je suis toujours à fond sur les SO5 bien entendu, mais je suis, comme je l'ai dit, la situation de près. On évalue assez régulièrement l'évolution tout simplement sans faire de pléonasme et je trouve qu'il y a toujours cette barrière crypto. Je trouve toujours que Sorare reste un jeu de niche, même s'ils font tout pour sortir, que ça commence à se mettre en place, que la législation maintenant est un peu plus favorable, ce qui va pouvoir peut-être permettre d'un peu plus évoluer. Mais je trouve aussi que il faudrait que Sorare, justement pour élargir un peu son spectre et ne fasse pas uniquement appel à des influenceurs, des joueurs de foot, mais qu'elle soit peut-être porteuse aussi de valeurs importantes qui pourraient amener par exemple des gens à attirer l'attention grâce justement à des mises en avant de projets, d'initiatives qui ont du sens, qui sont positives pour le foot, pour l'écosystème. Ouais, après ça c'est
c'est bien en termes d'image, mais peut-être que c'est pas ça qui va leur permettre d'avoir une acquisition régulière et rapide comme beaucoup l'attendent. Non, mais il pourrait faire les deux. Ouais. Ouais. Par contre, si on parle vraiment de gameplay, oui, c'est des prize money. Ouais. Balancer des prize money tout le temps, un peu comme fait DraftKings. Ouais. DraftKings, ça cartonne aux États-Unis. Après, je sais qu'il y a le jeu, d'ailleurs que Parieur Panache avait super bien expliqué, qu'il y a la variation NFT de DraftKings, mais il y a aussi DraftKings sans NFT, où là, je sais qu'il faut des licences de gambling, mais ça cartonne parce qu'ils mettent des grosses sommes en jeu et puis ça attire évidemment des gros parieurs, des joueurs de poker, un peu l'effet que ça a eu au début avec au niveau de la hype de Sorare, mais on n'a pas atteint assez de monde. Voilà. Ouais. Après moi je vais me permettre aussi peut-être de. Ouais, vas-y, donne-moi ton avis. Ouais. Bah c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois la quasi-totalité des jeux qui fonctionnent bien, t'as une expérience 100% mobile. Aujourd'hui, tu peux pas avoir une expérience 100% mobile sur Sorare parce qu'il faut forcément passer par le web. Quand je parle mobile, c'est vraiment l'application mobile. C'est pas se connecter depuis Safari ou Google Chrome sur le téléphone. Aujourd'hui, tu peux pas acheter de cartes, il me semble, sur l'appli mobile. Tu peux pas vendre de cartes, donc faire des offres, accepter des offres. Et je pense, après c'est pas, faut pas être devin pour savoir ça. Hein. Je pense que le jour où ils seront 100% mobiles, c'est là qu'ils pourront appuyer sur l'accélérateur niveau communication et acquisition. Tout à fait. Ça, cet aspect-là, c'est clair que c'est obligatoire aujourd'hui dans le monde qu'on vit pour. Parce qu'aujourd'hui, tu vois les vrais passionnés comme toi, moi, comme tous les invités que t'as eu et toute la commu Sorare. Oui, nous on prend le temps d'aller. En plus, on a été un peu, c'était très très marqué crypto à l'époque et on était un peu déjà dans la crypto, donc c'était plus naturel pour nous d'y aller. Et donc on a fait l'effort d'être sur l'ordinateur ou de s'inscrire sur un ordinateur, de faire les choses sur l'ordinateur ou sur le mobile depuis le navigateur. Mais je pense que à l'époque actuelle, il y a quand même la majorité des internautes. S'il n'y a pas d'appli, ils y vont pas. Tout à fait. Ça, c'est condition sine qua non. C'est vrai que ça a mis vraiment du temps. Et encore, il y a pas mal de choses qui sont en place pour iOS, pas encore sur Android, même si ça va suivre. Par exemple, quand j'avais les notifications Rivals et tout, j'ouvre l'appli et malheureusement, je sais pas jouer parce que c'est uniquement possible sur iOS. Donc, je dois aller, sur mon navigateur, sur le smartphone. C'est quand même pas user friendly. Ouais, il y a de la friction. Il y a de la friction. Ouais. Après, par rapport au prix, l'évolution et tout, je pense que les prix d'avant, il faut oublier. On oublie. On les retrouvera plus jamais. Si aujourd'hui, je pense qu'une des priorités, c'est stabiliser les prix, parce que là, ils disent, oui, c'est vrai que ça a stabilisé par rapport à la collection, tous ces trucs-là, le bonus, tout ça, ça a permis de stabiliser, mais on est quand même dans une stabilisation à pente descendante, à part pour les cartes de première ligue, où là, clairement, on voit l'augmentation, que les enchères partent beaucoup plus cher pour les joueurs, mais après, une fois que, malheureusement, cette phase sera passée fin janvier, je vois pas ce qui pourrait empêcher de rebaisser, à moins qu'il y ait eu de l'acquisition grâce à ça et qu'il y ait des personnes qui se disent ce qu'on va mettre là, on va le mettre peut-être en Espagne ou en Allemagne parce que ça va il y aura la même chose, le même format qui va arriver bientôt, et puis surtout parce que ça aura onboardé plus de personnes. Mais honnêtement, c'est pas facile. Si j'avais une solution toute faite, évidemment je l'aurais dite, mais je ne l'ai pas. À suivre en tout cas. Et moi je vais te poser la question que tu aurais voulu poser à Nicolas Julia. Alors toi tu avais dit si tu revenais en arrière, est-ce que tu ferais les choses différemment? La question elle est un peu liée, c'est Player qui la pose. Quelles ont été les plus grosses erreurs qui ont été commises selon toi? Je pense de ne pas avoir capé le prix des limited. Alors d'un côté, je pense que ça a vraiment fortement bénéficié à Sorare pendant cette partie-là, parce que comme tu dis, les prix sont montés très très haut et ça printait en termes de revenus, c'était magnifique. Le problème, c'est que après ça s'est craché la gueule. Pourquoi? Parce que les prix ont continué à baisser, la courbe d'onboarding ne suivait pas, et donc forcément ça s'est sérieusement craché la gueule, évidemment beaucoup plus qu'en rare, et donc ça a dégoûté des gens, et c'est un peu triste. Donc c'est même très triste pour ceux qui sont partis et de plus avoir cette hype qu'il y avait avant. Donc moi personnellement, j'aurais capé le prix d'Limited pour éviter une inflation comme on a eu sur NBA Top Shot, parce que c'est ce qui s'est passé sur NBA Top Shot. Ils ont commencé à imprimer avec des raretés de plus en plus élevées, beaucoup plus que Sorare, ils en ont créé beaucoup plus, et là évidemment tout s'est ramassé la gueule, mais beaucoup plus encore et beaucoup plus vite qu'avec Sorare. Donc je comprends, et honnêtement, sortir
une nouvelle rareté limited, c'était vraiment nécessaire parce que les prix des rares étaient beaucoup trop élevés. Mais de l'autre côté, il fallait mettre une limite pour éviter une inflation exagérée. Donc il y aurait ça. Retirer, je trouve, les 2 paliers de manière... La façon dont ça a été annoncé, ça a été fait, c'était très brusque. Donc plus de gardiens common et enlever les paliers en rare à 205, 250 points. Je pense que ça a été vraiment très très brusque et là aussi ça a vraiment crispé une bonne partie de la communauté. Et alors faire signer, même si à la place de Sorare je comprends le move, faire signer autant de nouvelles ligues et de nouveaux clubs sur une période très très courte avec l'inondation de cartes sur le marché, ben ça je l'aurais probablement aussi plus lissé dans le temps. Je pense vraiment que dans la tête de Sorare, c'est la hype, on va signer des nouvelles ligues, des nouveaux clubs, leurs fans vont rentrer dans le jeu, ça va faire continuer en tout cas contribuer à stabiliser le prix des cartes, et en fait c'est pas du tout ça qui sont passés, parce que aussi t'as une période aussi, c'était la période Covid, le contexte économique n'était pas top, tu commençais à avoir les gros flops au niveau des arnaques NFT, tu as les scandales, toutes les plateformes, les FTX, les Three Arrows, les Celsius qui sont passés par là, et donc l'actualité hyper négative qu'il y a eu quasiment au même moment ou peu de temps après, a fini d'achever finalement la hype, la super hype qu'il y avait sur Sorare. Donc là je pense aussi que j'aurais plus lissé. Après c'est beaucoup plus facile de le dire maintenant qu'avant, c'est certain. Et puis il y a un enjeu business, et puis ça a toujours été une phrase martelée par Nicolas Julia, on veut signer le top 20 ligue mondiale. Donc ça, faut constater qu'ils ont été excellents là-dessus. Après c'est vrai que dans la gestion de l'impression des cartes, si par exemple sur une ligue, on va prendre les extrêmes, si t'as signé qu'une ligue et t'imprimes 100 cartes par an, peut-être que sur 10 ligues, t'imprimes 10 cartes par an pour garder le même nombre de cartes imprimées au total. Il aurait peut-être fallu, alors que eux ils ont imprimé toutes les cartes à la même cadence de chaque ligue, peut-être qu'il fallait baisser la cadence générale. Ouais, tout à fait. Après c'est vraiment, comme tu dis, c'est plus facile à dire après qu'avant, mais peut-être que quand t'as vraiment le nez dedans, etc., que t'as tout du reporting, des statistiques, etc. Peut-être qu'il y avait moyen d'anticiper un peu ça et de se dire ok, on va tout signer. Par exemple, quand ils ont signé la NBA, la NBA certains aussi, qui disent il fallait pas, etc. Mais t'es obligé à partir du moment où tu as l'occasion de signer la NBA, il faut la signer. Par contre, ce qui a été fait par la suite, c'est un peu décevant. Mais il faut éviter qu'un concurrent, et qui plus est un concurrent américain, signe à la place d'un concurrent français qui forcément, il fallait profiter de la hype. Donc de ce côté-là, moi je trouve normal. Mais toi par exemple, j'ai envie de te poser aussi une question. Il y a beaucoup de gens quand ils sont revenus ou bien qui ont fait évoluer leur stratégie, ils ont dit vu le nombre de cartes, les compétitions de plus en plus compliquées, il faut de plus en plus de points pour obtenir des belles rewards. Donc forcément, t'as beau avoir les meilleurs joueurs, il y en a plein d'autres qui ont ces meilleurs joueurs-là, que ça soit en limited ou en rare, et ça commence un tout petit peu aussi maintenant à être le cas en super rare. Ça a poussé beaucoup de gens à finalement se focaliser uniquement sur les paliers. Et si je me trompe pas, c'est ce que t'as fait aussi. Et pourquoi t'as choisi cette nouvelle stratégie-là et t'as pas continué comme avant? Déjà, alors je l'ai évoqué dans un tweet. Moi, j'avais une problématique de temps. C'est vrai que ça prenait beaucoup de temps de faire les line-up quand t'as une galerie d'une centaine de cartes. Donc déjà en termes de temps, en termes de pression aussi, parce que quand tu passes du temps à faire tes line-up, à scouter tout ça, t'as envie quand même que ça se concrétise le week-end. Donc quand le week-end, t'as des line-up qui foirent parce que alors que t'as passé beaucoup de temps dessus, tu te dis mince, j'ai fait les mauvais choix, tu t'en veux un peu, ça te pourrit un peu ton week-end. Donc déjà il y a ce côté-là, c'est de dégager du temps. Et aussi j'avais un peu anticipé la difficulté avec le nombre de managers qui grandissait, même s'ils grandissaient pas énormément, ça grandissait de semaine en semaine. J'avais anticipé le fait que ça allait être de plus en plus dur et que à 400 points et quelques, t'étais pas assuré d'avoir des rewards. Je parle même pas en limited, mais même en rare. Et donc j'ai fait une stratégie où j'avais beaucoup moins de cartes et où j'avais qu'une mission, c'est de faire mon nombre de points, 250. Alors ça a évolué par la suite à 280.
80. J'avoue que ça m'a pas trop dérangé parce que c'est vrai qu'on s'y retrouve avec les bonus et le capitana. Mais voilà, aujourd'hui je suis bien, je suis tranquille, j'ai une vingtaine, trentaine de cartes. Ça me prend pas beaucoup de temps de faire mes line-up, je scout de temps en temps pour repasser dans les clous des 240 points. Je vends de temps en temps des cartes. Donc voilà, c'est une gestion qui me correspond beaucoup plus. Et je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup moins de pression les week-ends sur mes line-up. Ouais, bah ça tient la route. Hein. Ouais. Et puis voilà, je joue contre le jeu, pas contre les autres. Ouais, mais tu kiffes toujours le jeu autant. Ouais. Bah voilà, quand il me manque un ou deux joueurs pour faire le palier, même si c'est pas une somme qui va me changer ma vie, mais voilà, c'est ce côté, on joue pas que pour l'argent. Quand on jouait à Football Manager, il y avait pas d'argent, mais on kiffait, on passait des nuits dessus. Bah là c'est pareil. Quand je fais mon équipe, bah j'ai la satisfaction de battre le jeu entre guillemets et de faire mes 280 points. Donc s'il va me manquer un ou deux joueurs pour atteindre ces points-là, et ben je vais me mettre devant le match, même si c'est un match en Belgique ou en Croatie ou n'importe. Bah je vais me trouver un petit stream ou une chaîne qui diffuse et je vais quand même regarder parce que c'est excitant. Ouais, je suis d'accord avec toi. La contrainte de temps, c'est vraiment un clé et surtout que t'as pas le droit à l'erreur, quoi. T'es obligé. Je me demande si c'est pas à cause de ça qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui ont arrêté de jouer, parce qu'on voyait souvent piquer les joueurs pro, faire leurs équipes. Ouais, les joueurs pro aussi, que ça prend quand même du temps de faire tes équipes. Tu dois vérifier les infos et tout. Peut-être que si on a la pression d'avoir un joueur extra qui prend la place du DNP, peut-être que ça les pousserait à passer plus de temps, parce qu'il faut pas se mentir, si tu veux performer sur Sorare en SO5 et que t'as une galerie quand même assez importante et que tu dois faire des choix, tu dois passer du temps dessus. T'as pas, honnêtement, je l'ai expérimenté moi-même en passant du temps et en passant pas de temps. Bah clairement, je vois une énorme différence entre les deux. C'est sûr. J'avais une discussion avec un membre de l'équipe Sorare qui avait dit à juste titre, en fait, quand ils ont retiré les paliers, il disait nous ça nous convient pas parce que c'est pas marrant. T'achètes 5 cartes et tu les mets toutes les semaines et t'empoches $50 toutes les semaines avec les paliers rares à l'époque. Et je comprends tout à fait. C'est sûr que pour le coup il y a pas de satisfaction. Sorare est pas trop content parce que ça fait un manager qui est pas trop actif, qui est même pas du tout actif puisque ça prend que quelques secondes de faire ses équipes et c'est un peu comme limite du farming. Ouais. Donc je comprends toutes les contraintes qu'ils ont fait au niveau de la cap, tout ça, mais faut pas oublier que le jeu deviendra jamais mainstream si il faut passer des heures ou même de très longues minutes toutes les semaines dessus. Il en faut pour tous les goûts. Il faut des compétitions où on puisse faire ses équipes en quelques secondes et des compétitions où là les joueurs les plus hardcore entre guillemets puissent performer s'ils y passent beaucoup de temps. C'est comme dans tous les jeux. Je te rejoins totalement et c'est pour ça que c'est un peu mon côté le bémol que j'ai envie de mettre, c'est que toutes ces évolutions et tout, ça complexifie le jeu de manière positive pour les joueurs actuels qui sont hardcore, mais pour ceux qui ont pas trop le temps de s'y mettre, je vais de nouveau parler de mon vieil ami qui m'a suivi un peu sur Sorare, mais il a jamais voulu mettre des sommes importantes. Dès qu'il y a eu cette complexité avec cette cap pour avoir le palier, il a arrêté, il a tout vendu, il a arrêté. Et il y a beaucoup de personnes, j'ai entendu autour de moi, qui avant, moi j'avais pas tellement le temps, je posais mes joueurs, ça marche pas, je le faisais, mais j'ai pas le temps de passer des heures et des heures et des heures. Et donc c'est ça, je pense, l'équilibre, le calcul qui est difficile pour Sorare, comment le rendre mainstream, mais d'un autre côté aussi le rendre évolutif pour la base qui est toujours passionnée. C'est pas facile, tout en visant une stabilité des prix. Peut-être que le mode Rivals est là pour ça. Après moi aujourd'hui il m'a pas trop convaincu parce que tu tombes toujours contre des managers qui ont des cartes de l'équipe en question dans une rareté en limited ou en rare, donc t'as aucune chance de gagner. Donc moi je fais même plus les duels. Mais c'est une piste, quoi. C'est une piste. C'est un peu comme un bon exemple, c'est MPG. Alors même s'il y a pas la partie financière, mais MPG, moi j'ai plein de potes qui y jouent. Ils passent un peu de temps chaque semaine. Ils passent pas des heures non plus, pas quelques secondes, mais ils font leurs équipes le vendredi et ça leur permet de kiffer tout le week-end. Donc je pense qu'ils veulent se rapprocher de ça. La formule, elle est pas encore trouvée selon moi avec Rivals, mais je pense qu'ils ont en tête qu'il
faille faire un aspect social à Sorare. Ouais, et je pense vraiment que ça peut marcher. Maintenant, est-ce que s'il y a une carotte à gagner, que ce soit en forme de carte, de coins, enfin qu'il y ait quelque chose à gagner avec le mode Rivals, est-ce que tu y jouerais ou pas? Peut-être, à voir. Mais en fait, ça dépend parce que c'est vraiment frustrant. Tu peux pas, quand t'acceptes un défi, bah tu sais pas. Alors bien sûr, faut aller peut-être sur Sorare Data pour voir si le joueur, enfin le manager a des cartes de cette équipe. Mais si toi t'as pas de carte de cette équipe, bah tu vas forcément perdre. Donc peut-être jouer les cibler certaines équipes et acheter des cartes de cette équipe pour gagner tous les duels de cette équipe. Mais je sais pas, il y a quelque chose à faire sur ça, sur l'aspect social. La formule actuelle, perso, je pense pas que c'est ça qui les mènera vers la lune, comme on dit. Mais c'est une bonne base au moins. C'est une bonne base. Ouais. Moi, je pense que s'il y a quelque chose à gagner, je pense que je m'y remettrai dedans. Comme à l'époque où il y avait Sorare Bragg. Ouais. Et on se mettait, on a fait pas mal de trucs avec Joe Bettman. Il y avait d'autres gros managers aussi. Et on faisait des concours. Voilà. Là, clairement, c'était comme au poker, quoi. On mettait telle somme et à la fin, c'est lui qui remporte. Le gagnant remporte toute la mise et on adorait faire nos équipes. Donc oui, avoir un système comme ça où tu peux rentrer dans des après je suis pas joueur de poker, je suis pas parieur et tout, mais dans des sortes de rooms où tu peux affronter l'un ou l'autre manager et Sorare prend une com, je pense que ça peut être mais il faut pas que ce mal soit du tout. équitable. Il faut que ce soit équitable. Il faut que ça soit équitable. Ouais, faut que ce soit équitable. Faut pas que tu tombes contre un mec qui a des rares ou des SR et que toi que t'as que des limited et des rares, ou même un manager qui a 3 fois plus de cartes de l'équipe que toi. Faut que ce soit équitable. Tu vois, quand t'es dans une je reprends le principe de MPG, c'est équitable parce que ils ont tous le même budget pour faire un transfert au début. Quand t'es dans une room de poker, bah c'est équitable parce que tout le monde met le même buy-in au début, même s'il y en a qui ont plus de skill, mais bon, le skill ça fait partie du jeu. Mais en tout cas au début, quand tu t'assois à la table, bah t'as les mêmes armes que l'autre, même si un a plus de chances de gagner parce qu'il est plus skillé, mais au moins partir avec les mêmes armes. Ça c'est le plus important, je pense, pour qu'il y ait un défi social. Ouais, tout à fait. Je te suis. Voilà. Et ben écoute Mehdi, on va boucler cet épisode puisqu'on a déjà listé. Fini ouais, c'est déjà fini. C'est aussi rapide quand on est l'intervieweur que l'interviewé. Mais voilà, on a écoulé toutes les questions, on a fait 2 bonnes heures sur le podcast. Donc je te remercie. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. À bientôt ou au revoir ou un adieu, je sais pas. À toi de le dire. Ah, j'ai envie de dire à bientôt. Et puis, ouais, je l'ai mis dans ma sortie là qui va venir juste après la fin du podcast, mais je voudrais encore remercier te remercier toi aussi quand même merci à parce toi que aussi, tu m'as permis d'expérimenter une nouvelle chose et qui était importante aussi, qui m'a apporté beaucoup. J'ai passé aussi du temps dans la préparation de découvrir quelque chose de tout nouveau et je remercie vraiment encore les personnes qui m'écrivaient, qui sont des fidèles du podcast, qui m'ont vraiment donné la force de continuer, parce que sans ça, honnêtement, je pense que je me serais lassé plus vite. Mais je vais te donner une petite anecdote. J'ai démarré dans un club de foot à 7 cette année là, à côté de chez moi. Donc ça depuis le début de l'année, ça fait quelques semaines déjà, ça fait 2-3 mois. Et là au dernier entraînement il y a 2 semaines, je le vois sur son téléphone en train de discuter avec un autre. Je vois le coach en train de discuter avec un autre joueur et il montre je peux gagner, je peux aller voir ce match. J'ai donné une liste de 10 matchs et je dis et ça me fait penser au cadeau qu'a fait gagner Sorare sur la première ligue. Et donc je lui dis mais tu joues à Sorare? Il me dit ouais, et bon il commence à m'expliquer, à me parler de Sorare et il me dit je suis à fond, il monte ses équipes, il me dit ouais j'écoute des podcasts. Je fais t'écoutes lequel comme podcast? Il me dit Media Sorare, j'ai tous écouté. et là je lui dis Media Sorare c'est moi. Fallait voir ses yeux. J'aurais dû filmer sa réaction, mais voilà. Petit coucou à Alexandre, le coach de mon équipe de foot à 7. Écoute, elle est magnifique cette anecdote. Ouais, non, c'est vrai que ça nous a permis de rencontrer plein de personnes, et puis ça continue, comme tu l'as dit, le site il est toujours actif, il y a toujours des articles dessus, et puis j'ai pas envie de dire jamais, j'ai envie de dire plutôt à bientôt, et puis on verra bien ce que ça donnera. La vie est tellement remplie de surprises, et j'adore les surprises dans la vie. Comme j'ai dit, je déteste la monotonie, j'aime pas quand je cadre trop ma vie. J'ai envie de laisser place à des surprises, et c'est comme ça que je vais le prendre. Et puis voilà, j'espère que Sorare me surprendra encore pour me donner envie de recommencer ça
sous la même forme ou sous une autre forme, tout simplement. Eh ben écoute, on espère que ça. On espère que ça, et le message est passé en tout cas. Et puis nous, on reste à l'affût s'il y a des idées qui germent ou même si des personnes veulent proposer des choses. Nous, on reste à l'affût parce qu'on reste des passionnés avant tout. Et comme on a dit, Medias Horror continue et continuera sous une façon ou une autre. Tout à fait. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Mehdi. Voilà, c'est fini. En tout cas, provisoirement. Je tenais vraiment à remercier chaleureusement tous les auditeurs fidèles à ce podcast. Vous avez été nombreux. Et vos messages de remerciements que je recevais sur Twitter, en message privé, sur Discord, après chaque épisode, m'ont vraiment encouragé à continuer et faire ces 45 épisodes. Parce que c'est certain, sans ça, j'aurais plus que probablement arrêté plus tôt. Enfin voilà, portez-vous bien. Et je vous souhaite, pour terminer, avec un petit pincement au cœur quand même, c'est difficile de se dire au revoir, mais je vous souhaite quand même des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de mediashorror.com. Medias Horror, le premier podcast francophone dédié à Horror.